Yeah! Bienvenue dans The Doc House, vous êtes avec Doc Shadow, installez-vous confortablement car aujourd'hui on reçoit un invité de marque, j'ai nommé Shoes. Shoes, sois le bienvenu dans l'émission The Doc House, c'est un honneur de te recevoir. Vraiment, voilà, il y aurait plein de choses à dire sur Shoes, on va retracer son parcours ensemble. Alors peut-être avant de commencer l'interview, Shoes, peut-être que tu peux te présenter pour les gens qui éventuellement ne te connaîtraient pas, voilà, et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet, je t'en prie. Ok, très bien. Déjà, merci pour l'invitation, c'est un honneur aussi, et je suis vraiment content d'être là. C'est un plaisir. Voilà, c'est vraiment un plaisir. Donc voilà, c'est MC Shoes, mon nom de rappeur, mon nom de scène, et aussi c'était Cisco, c'est toujours Cisco. Oui, c'est vrai. Et MC Sco et DJ Sco, SKO, pour Soul King Operator. Voilà, c'est un moment les blazes qui ont changé par rapport Bien sûr. à l'histoire et selon les périodes. Mais sinon, là, c'est toujours MC Shoes. Oui, on peut toujours t'appeler comme ça. Quoi. Voilà, Okay. Pas de souci. Pour continuer la présentation, donc j'étais le duo, on rappait en duo avec Iron 2. Bien sûr, on salue très fort. Dans les années, début des années 80, à partir de 86 jusqu'à 92. D'accord, ouais. Ok, qu'on se situe un petit peu, ok. Et puis ensuite, t'as roulé ta bosse dans le hip-hop, et on va en parler de toute façon, on va développer tout ça. Et bah du coup, avant qu'on parle du coup de ta collaboration avec Iron, tout ça, tout ce que t'as fait dans le rap, quelles ont été d'abord les premières musiques dans ton enfance? Voilà, un petit peu ton socle musical, ce que t'écoutais quand t'étais petit, ce que ta famille écoutait peut-être, voilà, je t'en prie. Okay. Donc, alors ma famille, c'est mon père qui écoutait, paix à son âme, qui est parti, j'avais 6 ans. Il écoutait pas mal de disques espagnols, des petits 45 tours, et je me rappelle, c'était voilà, musique espagnole, latino, des trucs un peu marrants aussi. Et, parce que ta famille est d'origine espagnole, hein, ouais, c'est ça, voilà, comme ça. Ouais, c'est ça. Je t'en prie. Et il écoutait du Claude François, des trucs comme ça, toi. C'était un peu ce qui passait un peu à la télé. Parce que toi, t'es né en quelle année, je juste que... Alors moi, je suis né en 69. D'accord, donc oui, Claude François, voilà, c'est les années 70. Voilà, 70, et c'était un peu, voilà, c'est voilà, de la musique plutôt, on va dire, populaire. J'écoutais la musique à la maison. Un peu espagnol aussi, on va dire, des trucs un peu plus, on va dire, typique flamenco. C'était un peu ce que je pouvais écouter. Et voilà, ça c'est jusqu'à la grande première claque, c'est ça, musicale. C'était en 79 avec Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. D'accord, ok, Rapper's Delight, bien sûr. Rapper's Delight, j'avais 10 ans. C'est le premier morceau de rap que t'entends de ta vie, quoi. Et là, c'est vraiment la bascule, là, quand j'entends ça, là, ça passe à la radio, je dis waouh, c'est quoi ce truc, tu sais, c'est une transe comme ça, hypnotique, les mecs qui rappent. Il rappe sur un quart d'heure, quoi. Le morceau il dure 20 minutes, je crois, 18 minutes. Alors peut-être la version originale, c'est possible. Elle est super longue. Et c'est parce qu'il y a une version un peu plus courte, je pense, qui la est version sortie. radio, il a passé. Mais des fois, il laissait la version super longue. Ça rappe pendant des kilomètres, quoi. Donc, première grosse claque déjà. Et à partir de là, c'est vrai que je me suis intéressé on va dire, au funk, au rap. Bien sûr. J'ai vu que, parce que je te suis sur les réseaux et tout ça, j'ai vu que tu partages beaucoup un rappeur que j'adore et dont on parle assez peu, qui s'appelait Spoonie G. Ah oui. Et qui est de la même génération, du coup, qui lui rappait dès 79 aussi. Hein, exactement. Il y a Spoonin' Rap et tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui Ouais, bien sûr. Je t'en prie. Spoonie G, c'était pour moi le meilleur morceau qu'il a fait en rap, et pour moi un des meilleurs morceaux de rap de tous les temps, c'est Love Rap de Spoonie G. D'accord, allez écoutez. Qui était sorti sur les compiles Enjoy. Et Enjoy, c'était des doubles compiles où t'avais les Treacherous 3, Spoonie G, t'avais le Funky 4+1, t'avais Grandmaster Flash dessus, t'avais le Super Rapping, et c'était un double. Tout ça, okay. C'était un double vinyle 45 tours, et c'est Richie qui me les avait conseillés. Dont on va parler, bien sûr, Richie. Et dessus, t'as le fameux Love Rap de Spoonie G avec un beat, je crois que c'est son frère qui est au percu, et t'as une batterie, c'est vraiment minimaliste, ça déchire. J'aime beaucoup. C'est un beat très, très jazz rock, très vraiment mortel, quoi. Et voilà, Spoonie G, et je savais pas, j'ai appris qu'en fait, il faisait partie des Treacherous 3, Spoonie G. C'était un des membres et qui a été remplacé par Special K. Okay, LS Sunshine, Kool Moe Dee et Special K. Non, c'est vrai, ça, c'est les groupes. Et là, c'était vraiment déjà, le niveau, là, pour moi, il était atteint. Donc là, il n'y a pas mieux. Kool Moe Dee, Treacherous 3 en rap. Les Furious 5, les mecs, ils défonçaient tout déjà, toi.
Rappeurs Z-Light, alors c'est vrai que Rappeurs Z-Light, eux ils ont fait, c'est assez connu. Je t'en prie. Déjà eux faisaient du plagiat par rapport à ce qui sortait dans les rap parties en 79, 76. D'accord. Et c'était Grand Master Caz là qui avait revendiqué le fait que c'était lui un peu à l'origine c'est de hip hop, c'est toutes les phases de rap dans Sugar Gang, c'est Grand Master Caz qui avait sorti la plupart de phases et il revendiquait un peu ce truc-là. D'accord, ok. Donc il l'avait un peu mal contre d'accord, Sugar ça Gang. a fait des histoires. Ok, d'accord. On fait mondialement une tournée, des tournées mondiales avec ce morceau, quoi. Bien sûr. Donc un peu pour l'histoire, pour resituer, c'est vrai que les premiers mecs qui rappaient, dans les blocs parties 76, 79. T'avais Spoonie G, il est venu après. Spoonie G, on va dire, ça a commencé vraiment le rap quand c'est sorti en vinyle dans les années 80, début en 80. Ok. Parce que Love Rap, c'est 1980. D'accord, ok. Donc c'est vraiment le tout premier morceau. D'accord, parce que je me rappelle d'un morceau qui s'appelait Spoon in Rap. Et Spoon in Rap, il est 79. Voilà, c'est exactement, ça. Ouais, parce que j'ai le maxi, ouais. Excellent, Spoon in Rap, ouais, excellent. Okay. Avec derrière, ça joue, c'est des. Ouais, ça sonne un peu. Musiciens. Ouais, voilà, c'est. Allez, écoutez, de toute façon, mais c'est de la bombe. Ok, je te remercie là-dessus, Shoes. Et du coup, voilà, tu me parlais de Richie, qu'on salue très fort, qu'on a reçu dans l'émission. Allez voir l'interview, n'hésitez pas. Richie, c'est quand même quelqu'un aussi qui a déclenché un petit peu chez toi aussi quelque chose dans le hip-hop. Est-ce que tu peux nous parler déjà de ta rencontre avec lui et puis voilà, de tout ce qui s'ensuit, je t'en prie. Bah ouais, ma rencontre c'est simple, on se voyait tous les dimanches parce que nos mères étaient amies. Donc on se voyait tous les dimanches depuis, je sais pas, au catéchisme, c'est ça, il me disait. Ouais, au caté, il y avait un caté espagnol, donc on allait, c'était vers Botzaris, là on était, ils étaient de Botzaris, moi j'étais de Port des Lilas. D'accord. Donc on se voyait, on était proches. Donc on se voyait tous les dimanches, depuis l'âge de 10 ans jusqu'à tard, quoi. D'accord, oui, c'était une mairie, une église dans le 19e, c'est ça, ouais. Ouais, c'était un catéchisme espagnol, en fait, parce que c'est nos religions des parents. Bien sûr. Et c'était pour avoir un équivalent, que ce soit en espagnol, quoi. Donc moi, je connaissais mes prières en espagnol, mais pas en français. Donc, D'accord. Et, mais bon, c'est anecdotique, parce qu'après, on n'était pas plus... religieux ou catholique que ça. Non, juste, c'est pour situer le contexte. Mais voilà, le contexte, on se voyait régulièrement, mais on n'a pas spécialement. Le catéchisme, c'était vraiment quand on était petit. Après, ça n'a pas duré. Bien sûr, j'imagine. Après, on a maintenu ces invitations régulières. C'était tous les dimanches, on se voyait. D'accord. Pour Noël, j'avais été chez lui, chez ses parents, chez sa famille en Espagne, je me rappelle en 82, pour un nouvel an et un Noël. Et on nous écoutait, je me rappelle, en boucle, c'était en 82. C'est Richie qui a ramené les sons. D'accord. On écoutait The Message, Grand Master Flash, qui était sorti à ce moment-là. Et Musical Use. D'accord. Pass the Dutchie, Pass the Left Hand Side. Tout à fait, bien sûr. Un peu raga, là. Un peu, les petits gamins c'est une reprise des Mighty Diamonds. Tout à fait. Tout à fait. On écoutait ça en boucle, je me rappelle, à ce Noël-là, on était en Espagne, à Pamplonne, là. Ok, d'accord. Là, c'était assez mémorable. Et c'est vrai que Richie ramenait, me faisait écouter, me faisait découvrir plein de sons. Hein. D'accord. Il y avait les Tech 5, Tech 6, je crois. Tech 6, c'était un groupe d'acapella, quoi. Des mecs qui chantaient en acapella. Ils étaient 6, ouais. Ils faisaient des sons mortels. Ils me faisaient découvrir plein de sons comme ça, des nouveaux sons. Et des cassettes de funk qu'il avait, des imports qu'il pouvait récupérer... même de chez Dynasty, parce qu'il connaissait, il a rencontré très tôt Dynasty. Oui. Et Lionel D, en 84, il rappait déjà, même il était passé à Hip Hop, l'émission. Oui, tout à fait. On en parle dans l'émission avec Richie, tout à fait. Donc tous ces moments-là, il me disait tout, il me racontait tout, il me disait qu'il allait rapper, qu'il faisait ça, et c'est le premier rappeur que j'entends en vivant et en direct face à moi, toi, le premier rappeur que j'entends avec son niveau. Et là, je me dis. Je me souviens d'une anecdote où tu étais allé chez lui et où il rappait dans le noir dans sa chambre. Tu peux nous parler de cette anecdote-là un petit peu C'était vraiment tout au début. Il me dit regarde, je vais te montrer, je vais te montrer mon truc, ce que je fais dans la chambre. Et je crois que je l'avais jamais entendu rapper avant. Et donc je rentre dans sa chambre, il éteint la lumière, il met New Klaus Jam on It dans le morceau. Oui, bien sûr. Il rappe dessus. Il rappe sur le Jam on It.
comme ça, là, dans le noir, la fond, toi. Il se balance dans son lit, rap sur ce morceau. Et là, poum, je me prends. Ça devait être surréaliste comme scène, un peu quand même. Ouais, c'était. Après, le niveau, il avait un débit, il a toujours un débit, il est super fort. Bien sûr. Donc, ce débit-là, ça m'a aidé. Ça m'a un peu, au niveau de l'oreille musicale, ça m'a aidé aussi à rapper parce que. C'est en l'écoutant lui et Lionel D que je me suis mis à rapper. Non, mais c'est important pour resituer. Et même à ce moment-là, je me rappelle, donc il m'avait fait ce rap et je lui avais dit « Ah, j'aimerais bien que tu m'écrives un rap parce que moi, l'anglais, je l'entendais pas trop. » Et lui, en langue, il était bon parce qu'il il avait une bonne écoute musicale et c'est lui qui m'a ouvert un peu les oreilles au niveau de la langue anglaise dans les morceaux de funk et tout ça, tout ce qu'il disait. D'accord. Il était, regarde, il dit ça, et ah ouais, ok, c'est vrai, je reconnais ces mots. Et il m'avait retranscrit un rap que j'avais appris par cœur. C'était mon premier rap en 84 que je connaissais. Ok. Qui était, c'est le morceau Rockmaster Scott, Rick Line. D'accord. Là, comme ça, je vois pas, mais bon, allez fouiner. Rick Line, c'est Rockmaster Scott. Et c'était un rappeur. Il y avait Charlie Prince, un rappeur qui fait son rap. Et c'est ce passage qu'il m'avait écrit, que je connaissais par cœur et que j'avais besoin d'un rap, c'est pour m'entraîner, quoi. Ok. Donc c'est un peu le rap. C'est à ce moment-là que tu vas te mettre à rapper, du coup. C'est à ce moment-là, oui, toutes ces années-là, à partir de 84. Après que le hip-hop arrive en 84 en France, avec l'émission et tous les sons qui arrivent, hein, parce que j'ai... Bien sûr. L'émission de Sydney. L'émission de Sydney. Mon premier disque, c'est t'as Rockit, Herbie Hancock, que j'achète, Rockit. Très important, ouais. Et le petit 45 tours, mon premier 45 tours, c'est Grandmaster Flash, New York, New York. D'accord, Grandmaster Flash, oui, bah oui. Ouais. New York, qui sort en 84. Et d'ailleurs, ce morceau, c'est celui qui a inspiré le morceau de Dynasty dans Metro Panam City. Dit New York, Big City, Big City of Dream ou je sais pas quoi. Ouais. Et il a dit Paris, grande ville de rêve. Too much, too many people, too much. New York. Bah, ce morceau, Non, mais c'est intéressant. T'avais la pochette dessus sur ce morceau-là de Grandmaster Flash. T'avais le dessin de Futura 2000. En grave dessus. D'accord. Ces petits 45 tours, il était en face de mon lit. Ouais, bien sûr. C'est en 84, il y a les premiers, le rap arrive en force et les premiers grosses claques aussi, c'est Run DMC. Hein, moi, dès que j'écoute Run DMC. Groupe majeur, hein, bien évidemment, bah oui, de cette période-là. Ça te retourne le cerveau parce que les mecs, ils partent, par rapport à Spoonie G, tous les Funky 4 plus 1, tout ce délire où ça joue derrière, c'est du funk. Et c'est plusieurs rappeurs, c'est des styles un peu différents, la Sugar Hill. Tout à fait. Et là, ils arrivent avec un style unique, quoi. Ah oui, avec des grosses guitares et tout. Et même les guitares, c'est même après, parce qu'ils arrivent directement, il n'y a que de la boîte à rythme. Oui, c'est vrai que sur le premier album, il y a moins ce côté-là, effectivement. Après, avec les guitares, c'était trop bon, quoi. C'était vraiment le truc. Les côtés minimalisme, grosse boîte à rythme, et ça rappe dessus bien clair. Droit. Voilà, c'est waouh. Et du coup, je me demandais, parce que évidemment, on va parler de ta rencontre avec Iron 2. Est-ce que tu le rencontres en quelle année à peu près tu le rencontres, Iron, pour qu'on se situe un petit peu dans la chronologie Moi, je le rencontre en 85. Ah oui, donc peu de temps après. D'accord, vas-y, parle-nous de ça. On va parler de la suite. Et en 84-85, donc je rentre au lycée. Et juste avant la rencontre d'Iron. Je bouge pas mal, je vais au Bataclan, je bouge pas mal dans les soirées. D'accord. Main jaune et tout ça. Et parce que dans ma classe, en seconde dans ma classe, il y a Michou. C'est des NTM. Des NTM. Oh, ok, bien sûr. Des TMS, qui était le groupe TMS. Et donc je bouge avec lui, avec Michou. On va en soirée, on va à la Main jaune. Parce que pour les excuse-moi, je te redonne tout de suite, parce que pour les gens qui savent pas, peut-être c'est important de préciser. Au début dans NTM, il y avait plusieurs danseurs en fait. On pense souvent à Alex, Réac et les Divi qu'on salue très fort, hein. Enfin les Divi paix à son âme bien évidemment, mais Alex et Réac on les a reçus dans l'émission, donc c'était eux les danseurs principaux, mais au début il y avait beaucoup plus de danseurs, voilà, et Michou faisait partie de ces danseurs là, voilà, c'est juste pour préciser. On le voit danser dans Je Rappe. Le jeu d'MTM. Tout à fait. Il y a Michou, on voit Michou, les Divi et il y a une autre fille aussi, j'ai oublié son nom, je me demande si c'est pas Jessica, une blonde qui danse avec eux aussi, voilà, ils sont plusieurs. Voilà, je me demande s'il n'y a pas Adi aussi. Je sais qu'on parlait d'Adi l'autre fois. Enfin voilà, allez fouiner. Mais voilà, je t'en prie, Chouz. Tu nous disais donc avant la rencontre d'Iron, je traîne dans ces soirées-là, comme on dit. Main jaune. L'autre fois, j'ai rencontré Moz. Je le salue. Aux 50 ans du hip-hop là, et on se rappelait ça, qu'on allait à la Main jaune et il y avait la grotte, il y avait Mug qui taguait, t'avais déjà
Il y avait déjà des taggeurs, un mouvement qui était là, qui était en place. Hein. Les Divi, je la rencontrais, je la croisais, je la connaissais comme ça. D'accord. Et on allait au Trocadéro, tous ces lieux, quoi. Bataclan, la Grange Aubel. Oui, bah oui. Bataclan, là, les grosses claques. J'allais donc avec le frère de Richie aussi, j'allais souvent. Avec Richie, j'allais avec Michou. Mais ça, à Iron, je l'ai rencontré après, toi, si tu veux. D'accord, ok. Donc j'ai traîné dans tous ces milieux, vraiment dans le hip-hop. La salle Paco Rabanne aussi. Paco Rabanne, c'était un peu après, mais on s'entraînait, parce que je dansais un peu, moi je faisais un peu de break. Ok. Et je bougeais aussi, Richie, avec Richie aussi, on allait voir Dynasty jouer dans des performances sur scène live. T'avais Joey qui peignait aussi. Ok. Des trucs comme ça dans les années 84, il y avait des événements, il y avait pas mal de trucs. D'accord. Non mais c'est important de le Dynasty, dire. Hein. J'avais entendu rapper Dynasty pour la première fois. Donc il y avait Bad Benny qui était là aussi. Dynasty rappait, il rappait même en espagnol. Dynasty rappait en espagnol. Ouais, il avait un morceau en espagnol, je crois qu'il avait remis sur une émission. Ouais, il avait un passage en espagnol. Donc les premiers rappeurs espagnols, on va dire, Dynasty, il était vraiment précurseur. Ok, oui, parce que, on va en parler, mais toi aussi tu rappais en espagnol. On va en parler après. Richie aussi. Bon, alors Richie, lui, c'est peut-être venu plus tard le rap en espagnol pour lui. Je sais pas si à cette époque il rappait déjà en espagnol. Il rappait, il rappait pas trop en espagnol. C'est pas lui qui m'a fait découvrir le rap en espagnol. Je crois qu'on en parlait, on disait ouais, le rap espagnol. Mais moi, le déclencheur qui m'a fait rapper en espagnol, c'est Melo Manais. D'accord. Melo Manais en 89, je crois ça. Donc, c'est avec le morceau La Casa, Maspingong, tous ces morceaux-là. Ah, ok, d'accord. Grosse claque, quoi. J'ai écouté ça, je me suis dit, là. Et du coup, là, j'ai commencé à rapper à ce moment-là, parce que lui, il a apporté un truc direct, un truc hip-hop de lourd. Non, c'est fort. Et vu que je faisais pas mal d'allers-retours Espagne-Paris, j'écrivais espagnol, français. Je comprends. Voilà. Et du coup, pour revenir à Iron, du coup, tu nous parlais donc de la base de tous ces événements-là. Et qu'est-ce qui fait que tu rencontres Iron? Donc tu m'as parlé du camp de vacances, apparemment. Ouais, on était en camp d'ado, on se rencontre. On était voisins de chambre, là. Et premier soir, déjà, on parle toute la nuit, on parle de son, musique. D'accord, ok. Prince, funk, tout ça, tout ce qui nous passionnait. Moi, je lui parle du hip-hop, quoi, parce que j'étais déjà bien implanté dans le truc. Lui, je crois, il traînait aussi au Troca, tout ça, là. Ok. Et suite à ce camp d'ado, je crois que c'était vers Pâques, ça. 85. Après, on se voit tout le temps. Ok, vous gardez contact. On est inséparables. Et vous mettez à rapper ensemble, du coup, on se met à taguer, on traîne, on se met à taguer, on va au terrain vague, on va tous les lieux. Il y avait le Louvre, les palissades du Louvre. Bien sûr. On tague pas mal, et on se met à rapper, oui, parce que on est dans le même moment, délire, on est dans le milieu, même délire. Moi, c'est vrai qu'il y a le fait que je connaisse Richie, que Richie m'a présenté à Lionel D, il y a tout de suite un truc qui se fait très fort. Et Lionel D, pareil, j'ai commencé à rapper en français en écoutant Lionel D, et en écoutant et en apprenant même par cœur son rap, bientôt l'an 2000. D'accord. Son rap bientôt l'an 2000, je le connaissais par cœur, donc c'était ce qui me permettait de pratiquer le rap français. Toi. Non, mais c'est fort. Ok. Et du coup, alors donc vous commencez à rapper ensemble. Je sais qu'il y a eu la période à Radio 7 aussi, parce qu'il y a Richie qui va vite. Richie avec DJ Joe qu'on a reçu aussi, avec Sydney, et plein d'autres gens qui vont commencer à faire des émissions là-bas en fait, avec Lionel D, et puis il y aura plein d'autres noms à citer. Toi, est-ce que t'es passé là? Enfin, alors, je sais que t'as rappé là-bas, mais alors comment ça s'est passé? Est-ce que c'était au début? Voilà, raconte-nous un petit peu, parle-nous un peu de Radio 7, je t'en prie. Donc Radio 7, c'est la radio qu'on écoutait, quoi. Vraiment, c'était la radio de chevet qu'on écoutait, parce que t'avais là, au niveau programmation, au niveau des sons, t'avais des tueries, quoi. Ils passaient des imports, des trucs qu'on n'avait pas accès dans d'autres radios. Donc t'avais RLP qui passait des super sons. Ok. Même dans le hip-hop, il a amené beaucoup de choses, RLP. On n'en parle pas beaucoup, mais je t'en prie, vas-y, si tu veux. C'est parce que je l'écoutais à la radio, donc moi c'était un peu la voix que j'écoutais le soir et les sons qui passaient, quoi. Moi j'adorais, donc tout ce qu'il mettait. Et t'avais d'autres émissions, t'avais Didi aussi qui passait des choses. D'accord. T'avais Sydney qui faisait son émission et qui a fait les open mic le samedi. Et Richie me disait, tiens, là je vais aller rapper à Radio 7.
Donc quand il t'a dit, voilà, il t'a... Moi, je suis au courant, quand il y allait, il me le disait, et il me dit, je me rappelle la deuxième fois, il m'a fait une dédicace. Je lui dis, tu peux me faire une dédicace? J'étais tout content, là, j'étais tout fier. Il m'a fait une dédicace. Parce que lui, il rappait en anglais, en fait, il faisait de l'impro en anglais. Après, vachement fort en impro en anglais. Bien sûr. Et il calait des trucs comme ça. Et après, il s'en met à rapper, mais le français, c'est arrivé après, on va dire dans les années 86-87. Parce que là, on est en 86-87. Bah, c'est vrai qu'au début, enfin, je le dis souvent dans les émissions, mais c'est vrai qu'il y avait... C'est timidement, le français, mais... Même des gens dans le hip-hop se moquaient de ceux qui rappaient en français, quoi, en gros. Ouais. C'était moi, c'est dur, Richie qui me disait, tiens, il y a Lionel, il rappe en français, il est super fort. Il me l'avait présenté comme ça. Donc, Lionel D, c'était un peu le seul, et non, pas le seul, parce que tu avais aussi Johnny Go Destroyman qui rappait en français. Bien sûr. Donc c'est vrai podcast, allez le voir. On peut pas zapper Johnny Go Destroyman non plus. Bien sûr, bah oui. Parce que c'était, voilà, les Run DMC français, ils avaient une attitude, les gars, ils arrivaient, ils défonçaient tout, quoi. Ah oui. Même quand ils rappaient, même nous on rappait, ils étaient, c'est au terrain vague, ils étaient là. T'avais Destroyman qui était là, il dit, ouais, y a pas un rappeur qui est là. Venez, je vous défie tous. Et personne n'osait rapper. Il y avait des cercles qui se mettaient autour de lui, il défiait tout le monde. Ouais. J'aurais pu me dire, ça me titille, mais. Non, mais je comprends. Après, c'était des géants, les mecs. Ouais, ils avaient un charisme de dingue. Gros charisme, le mec, une attitude et tout. Donc voilà, t'as respect, quoi, à eux. Et, bien sûr. Et le rap, voilà, au niveau rap français, voilà, il y avait eux, Lionel, Richie, et puis. Et nous, on est arrivés, parce qu'il n'y avait pas d'autres rappeurs. Qu'on écoutait en dehors d'eux. Bien sûr. Non, mais c'est important, oui, parce que c'est important de dire aux gens, tout ça, c'est avant le Dynastyle. Par contre, on parle très souvent du Dynastyle, mais moins de Radio 7. Donc là, voilà, on va y venir au Dynastyle, vous inquiétez pas. Ouais. Mais voilà, ça c'était avant. Et Radio 7, donc c'est en 86 où on fait notre premier passage à Radio 7, en 86. Donc là, t'es avec Iron, hein, à ce là, je suis avec Iron. Donc en 86, déjà, 85-86, on est chez lui, on rappe sur des instrus de... D'accord. Je me rappelle de... Grandmaster Flash, des trucs comme ça, It's Nasty, des trucs, on avait des passages, on connaissait les morceaux par cœur, on avait déjà des phases à deux, à caler, tout ça, donc en rap, on avait des textes, on était déjà... Ouais, vous aviez des trucs déjà en place. Ouais, des trucs en place. Et on fait notre première émission en 86, ouais, c'était fin 86. Et à l'émission, donc il y a donc c'est Richie qui me dit de passer, ou Lionel D, il me dit ouais, passer. Okay. Et la semaine d'avant, je crois qu'on devait passer la semaine d'avant, il y avait déjà les new passaient avant nous la semaine d'avant. Et moi je les avais pas écoutés. Oui, les New Generation MC, oui. Et nous quand on les passait, il y avait les new qui passaient en même temps que nous. Donc moi j'ai rencontré les new, je les écoutais rapper pour la première fois là en même temps dans le studio de la radio. C'était un groupe très important à l'époque, les New Generation MCs. Et après on s'est mis après, on était ensemble parce qu'on a fait partie du mouvement authentique au début. Oui. Quand ils ont fondé le mouvement authentique avec Style J, Destiné. Il y avait RMC, il y avait GMG. Il y avait EGM. EGM, il est venu après. D'accord, après. Parce que EGM, c'est Richie qui l'a présenté. Au terrain vague. Richie, il me dit, je connais un gars, il a une super voix rauque, qui chante bien. Et je vais te le présenter. Ok. Il rappait pas à ce moment-là. Il chantait. Et donc, je me rappelle, on est devant le terrain vague, il y a EGM, il y a Iron, il y a Richie, il y a je sais plus qui, peut-être Joe, non, je sais plus qui. Ah, il y avait Noël, je crois. Ouais. Et, oui, Noël, des necks plus ultra. On parle rap, tout ça, là. Et EGM nous dit, ouais, bah lui, il écoute du Sardou, machin, mais il chante... il est en mode plus de la chanson, de la poésie, quoi, toi. Ok, ça c'est. J'avais pas entendu rapper, mais après j'ai entendu rapper. Mais Richie l'avait entendu rapper, parce que c'est lui qui me l'a présenté, donc il a dû l'entendre avant. Moi, ok, non, mais on donc, pourra... ma première rencontre, c'était ça, GM. J'en parlerai avec JM, comme ça on pourra peut-être développer. GM, t'avais Squat aussi, il venait me voir. D'accord, au terrain vague, il me disait, ouais, moi je rappe aussi, toi. Ok, d'accord. Donc en fait, voilà, terrain vague, c'était le lieu de rencontre. Oui, bah bien sûr. Tout le monde savait tout sur tout. C'est clair. Non, mais c'est tout le monde savait qui était qui. Bien tout le sûr. monde savait, dès que tu passes en plus, tu fais un premier passage radio, tout le monde t'a entendu, quoi. Parce que c'était un peu les émissions que tout le monde écoutait. Ça allait très vite, ça c'est sûr ça allait très vite, ouais. Que c'est quelque chose. Ok, Chouz. Et du coup, tu me parlais du mouvement authentique, donc tu nous as un peu parlé des personnes qui étaient là-bas. Raconte-nous un petit peu comment ça se passait. Voilà, je sais qu'ils faisaient plein de choses différentes, voilà, que c'était très structuré quand même. Parle-nous un petit peu de ça, je t'en prie. Ok.
Bah déjà, ouais, ils étaient New Generation MC, on les entend rapper, donc ils rappent avec nous. Oui. Et on voit, ils balancent, voilà, ils ont des textes qui tiennent la route, des bons textes, un message, ça passe, toi, vraiment le bon truc qui passe, toi, le Ils bon étaient message. carrés, hein, Ouais, c'est vrai carré. que pour l'époque, ils étaient carrés. Et voilà, on a tout de suite, on s'est mis en relation et ils nous ont proposé d'aller sur Châtillon au premier rendez-vous associatif pour créer le mouvement authentique. Donc je me rappelle qu'on y allait avec, il y avait Style J, il y avait Destiné, j'étais avec Iron, voilà, RMC. Beloved était pas encore là? Beloved, non, j'ai pas, okay. moi je me rappelle de Style J, je crois qu'il y avait Senna aussi, Style J, Senna. Oui, Senna, beaucoup de gens parlent. Destiné et les New. D'accord. Donc on disait, voilà, c'était des cercles un peu, on discutait pour mettre en place cette association-là. Donc c'était un peu régulier, toutes les semaines, il y avait des réunions comme ça. Et mais nous on était là au début, mais après on n'a pas continué. On était sur d'autres bails, tout ça. C'est la vie qui a fait que. Qui a fait qu'on était moins impliqué dans le côté associatif et peut-être peut-être que si on était resté, on aurait eu d'autres opportunités parce qu'ils avaient à partir de là, eux, ils avaient quand même pas mal de plans. Ils faisaient leurs soirées, ils faisaient leurs open mic, leurs trucs, ils pouvaient enregistrer tout ça. Nous, on était de notre côté, après on a fait on s'est un peu... les chemins se sont un peu... séparés, un peu séparés. Okay. D'accord, bah il n'y a pas de souci. Et on rencontre après, pour continuer dans la continuité de ce truc-là, Iron rencontre DJ Clyde. Oui, et là, très important. Voilà, et vous allez vous mettre à travailler ensemble, on se met à travailler ensemble. Il n'est pas encore avec Assassin à ce moment-là, du coup. Ah non, il n'est pas avec Assassin. Voilà, c'est important de le dire pour les gens. Assassin se met en place parallèlement, mais c'est en gestation, quoi, toi. Oui, puis je crois qu'ils avaient déjà un DJ qui s'appelait Fly D, je crois, à ce moment-là. Ouais. Enfin bref, allez vous renseigner. Il a des projets, il a un projet de fonder Assassin, bon, on entend parler, mais... Pas de souci. Nous, on était déjà en place avec Iron et DJ Clyde, on avait déjà travaillé des morceaux. Et DJ Clyde était super fort, parce qu'il passe en même temps le championnat de France DJ à ce moment-là. Après. D'accord. Je sais pas s'il le passe après, 87, parce qu'on était passé... quand on passe au Globo, c'est en 87. Donc lui, je sais plus trop les dates. Mais à ce moment-là, voilà, Clyde était en place, nous on était en place aussi. Parce qu'on avait quand même... 87, ouais, on avait déjà un an et demi de rap de... Oui, entre les... Comme on rappait beaucoup, on rappait beaucoup, on était tout le temps à rapper, quoi. Et les gens vous remarquaient quand même, hein. Moi je sais qu'il y a beaucoup de gens, enfin on va pouvoir en parler. Après, on avait des bons retours quand même. On avait des bons retours, parce qu'on avait quand même un côté bien péchu, dynamique aussi. Ah ouais. Voilà, moi j'ai pris de ça de Richie. Richie, c'est vrai, ce côté, il me disait, il aimait pas les rappeurs un peu mous, endormis, et ce côté bien frais, dynamique, c'était un peu, voilà, notre côté old school. C'est vrai que quand j'écoute vos freestyles dans le Dynastyle, on va peut-être pouvoir en reparler plus en détail après, hein, si tu veux, mais c'est vrai que je sens un peu cette patte à la Richie, un petit peu ce truc très appuyé. C'est des influences. Sur les consonnes, tu sais, mais c'est fort. Après, c'est ce qu'on entend, quoi, c'est... Oui. Et on se cale aussi. Alors je sais, c'est marrant parce que je regardais l'autre fois l'interview avec Johnny Godestranman là. Et t'as repassé plein de... Le podcast Le podcast, ouais. Oui. T'as passé plein de sons que j'avais pas écoutés. Des freestyles qui passaient. Et il y a des passages, par contre, ils avaient pas de référence en rap français. Oui, bah oui. Et il y a un des passages, ils ont une référence à la UTFO. Il cale un phrasé d'un rap de UTFO. Et je le reconnais, que Johnny Go refait, donc il se cale. Et même moi, il y avait des raps, déjà je me calais sur des cassettes, pas des raps connus, mais Richie m'avait ramené une cassette de New York, pas de Via Dynasty, et dessus c'est un freestyle, c'est des mecs qui rappent, c'est le crew à Doggy Fresh. D'accord, je me souviens plus du nom de Doggy Fresh et le crew de Doggy Fresh qui rappe. Je me souviens plus, mais allez fouiner, qui faisait du beatbox. Et ouais, mais là c'est que en mode passe-passe et les mecs qui rappent. D'accord. Et il y avait, c'est une cassette, la seule une cassette unique, j'ai pu ripper là sur un SoundCloud. D'accord. Et Richie me l'avait filé. Il y avait un passage où j'avais calqué aussi un rap, j'avais retranscrit un rap que j'avais essayé de mis en français par rapport à un style d'un gars qui avait fait un rap avec des rimes. Mais bien sûr. Catherine. Et j'avais fait un rap comme ça. Et je l'avais fait à Nova d'ailleurs. Et ce rap-là, je pense qu'il a inspiré Bouche de là de Solar.
Ah, d'accord, ben faudrait voilà, on fera une analyse. Je pense, parce que quand ils parlent, les personnages, c'est un peu. Le rap que je fais, c'est un peu un storytelling sur un personnage, un chien. Et son chien Alexandre, moi, c'est un copain qui s'appelle Alexandre. Ah, d'accord. Okay. Et après, je sens une petite patte. Non, et après, Solar avait dit une fois qu'il nous écoutait, nous. Tout à fait. Tout à fait. J'ai vu l'interview où il en parle et je serais pas étonné. Et puis je pense qu'il aurait même pas. Enfin voilà, de toute façon, on s'inspire tous de quelqu'un. Hein. On n'est pas. Très rares sont les vrais pionniers en vérité. On s'inspire tous de quelqu'un et il faut le reconnaître, c'est important quoi. Mais c'est super intéressant effectivement. Mais oui, je me souviens de cette interview de Solar où il parlait de vous et il disait que vous aviez un style très particulier effectivement. Du coup, on va parler un peu plus du Dina Style. Est-ce que tu as un souvenir de votre premier passage là-bas? Comment ça se passait? L'ambiance, voilà. Qu'est-ce qui te revient dans ton esprit? Voilà, l'ambiance, pour moi, elle était comme celle de Radio 7. Parce que Radio 7, le studio était plein. T'avais déjà, la salle était pleine, donc t'avais une ambiance, tu pouvais jouer avec le public et tout, les faire chanter, tout ça. Il y avait... Et Nova, c'était la même, un peu la... Ça s'est retranscrit. Sauf qu'il n'y avait pas Sydney. C'était Lionel D qui animait et Dynasty qui était au platine. Tout à fait. Yes. Et les gens, et c'était un open mic ouvert. Hein. Tu rentrais, il n'y avait pas genre toi tu rappes pas, toi tu rappes. C'est tout le monde, tous ceux qui venaient rapper, ils rappaient quoi. T'attendais pas. Il y avait un genre de cabine pour ceux qui venaient rapper. Et... Alors t'avais une table centrale et avec des micros. Ok. Et dans cette pièce-là, t'avais plein de gens debout, quoi, qui étaient un public. D'accord. Qui assistait debout. Ok. Donc l'intérieur, c'était déjà plein. Et il y avait l'extérieur, c'était un peu style salle d'attente. Et il y avait encore des gens dehors. Donc c'était blindé, quoi. D'accord. C'était un mode, c'était comme à la maison, t'arrivais, tu lâchais des textes. C'est un peu à l'arrache, quoi. Il y avait un petit côté. Moi, j'arrivais, j'avais même des textes, je les faisais dans ma tête comme ça. Je m'écrivais des textes et j'arrivais à la radio, je les faisais, quoi. Tu vois, D'accord. Ah ouais. Les trucs, c'était. C'était spontané, très spontané, quoi. T'as un texte, tu le lâches, tu fais un... C'était tout le temps, toutes les semaines. Après, voilà, les rappeurs commençaient à venir. Mais nous, on était au début. D'accord. Et quand je me rappelle, c'était... Dans le public, il y avait les AZB qui étaient là, qui étaient très présents. Oui. Il y avait Saxo, je me rappelle, il était là. Yes. Mais lui, Saxo, il rappait pas encore à la radio, il nous écoutait rapper. Et je l'entendais, il était bien vénère. Hein. Il nous disait, ah, mais moi, et quand il nous rappait comme ça dessus, mais il était vénère de ouf. Il nous rappelle, ah là 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 là. Ah, et on se rappelle, en fait, avant de passer, on rappelle un petit peu. Chacun rappait un peu. Si on se rappelle les uns les autres, on se lâchait des textes. D'accord, ok. Et lui, donc il rappait comme ça, mais je crois qu'il n'avait pas fait encore la démarche il n'a pas fait le pas. Moi, je pense qu'on a... Ah, de poser au micro, tu veux dire, okay. de se poser à Nova. Je pense que vu qu'on est venu de Radio 7, on avait à l'école Radio 7, on s'est dit, bon, on avait déjà cette expérience-là, on s'est dit, ah, là, on arrive à... Pépère. Et Lionel D, c'était... Lionel D, allez-y, les gars, installez-vous. Oui, parce que c'est vrai que même il me semble que les premiers qui sont passés au Dina Style, c'était les Nec Plus Ultra, il me semble. Je crois, alors tout au début, sûrement. Il me semble, parce qu'il y a une vidéo superbe avec Chic qui rappe, d'ailleurs. Ah, mais ça, c'est après. Ouais, ça, je l'entends, je me rappelle. Ouais, il fait un super rap dessus, d'ailleurs, Chic. Très très il fait un rap mortel, mais c'était après nos passages. Ah d'accord. Moi je me rappelle. Alors oui, peut-être qu'on parle pas du même passage alors. Je me rappelle parce que Chic rappait pas, il s'est mis. C'est Richie me dit ah mais Chic il défonce en rap et le premier rap que j'entends là c'est celui-là. Salut, mon nom, voici ça, on m'appelle Chico. Quelques-uns qu'on m'appelle que chez ma famille. Bruno, je suis un patron du scandale. Membre du gang du crime premier. En boîte tarif numéro 1 en rime dans la majeure partie des parties. Sur la scène, je veux des mains, je veux des chaînes à boîte à rythme humain, c'est mon domaine, c'est moi qui m'aimais. Qui tient les rênes, je m'entraîne 25 heures par jour et 8 jours par semaine. J'aime m'amuser toute la journée sans jamais m'arrêter. J'utilise ma voix pour parler, faire des sons et chanter. Ça quand je le fais, bien je le fais. Quand je le fais bien dans toutes les villes de tous les pays. On m'applaudit à peine. Je ne suis pas pour quoi que ce soit et anti autre chose. Je ne parle et je n'agis qu'en connaissance de cause. Je ne suis pas bouffon pour bouffon, va bien moins bifin. J'étais déjà présent au début, je serai toujours là à la fin. Parfait, je sais que ce que je fais te plaît, te complaît, te satisfait, que tu es stupéfait, que tu connais mes méfaits, mes forfaits, plus que mes bienfaits. Mais jamais je n'ai été mauvais et c'est vrai que désormais mon seul souhait c'est la paix. Sublime, c'est unanime par les rimes ultimes. Je m'exprime, j'anime, que je t'en mais je prime de manière rarissime. Mais c'est légitime que j'opprime et j'exprime même ce crime et des signes qu'un film victime si celle-ci me réprime est périmé. Oh, yo.
et qui fait avec un truc de ouf ce rap. Ok, bah on le salue très fort, Chic aussi, bien évidemment. Ce rap, il est fantastique. Il te fait avec sa voix, il fait des effets. Ah, il est incroyable. Pas une beatbox, mais il fait des. Comme un beatbox, mais il a fait une tournure. Je vous mets le carré parce que vraiment, allez l'écouter. Il a fait un truc de malade. Même Noël aussi derrière, il fait des trucs. Après, il appuyait bien. Mais après, vu que Richie, je le vois tout le temps, j'étais au courant des projets, tout ce qu'il faisait, le jeu rap, de tous ces morceaux-là. Non, mais on sent quand même qu'il y avait les gens de Radio 7 qui étaient venus, quand même, c'est bien. Il était souvent avec Dynasty, il bossait parce qu'ils avaient avec Lionel D un groupe qui s'appelle Reality Soul. Oui. Toi, comme il devait former un groupe. Donc dans ce groupe-là, parce que moi des fois je me mélange un petit peu avec Lionel D, Richie et Dynasty. Voilà, c'est comme ça les gens iront voir Reality Free. Voilà, mais c'était en anglais, c'est pour ça c'était. Mais ça, c'était auparavant. C'était encore, c'était avant le oui, parce qu'après, c'est devenu réalité quand il y a eu Noël et DJ Joe. Et après, ils ont créé, je sais pas, réalité. Ouais, après, ils ont créé Nec Plus Ultra. Exact, voilà. Et Richie m'a dit, j'ai un nom, c'est un nom, ça défonce, Nec Plus Ultra. J'ai dit, c'est vrai que ça tombe. Là, mais c'est important. Non, mais je suis au plus près de toutes ces histoires-là. Nec Plus Ultra, Richie, moi, c'est très fort. Je suis au courant de tout, quoi. Et du coup, au Dynasty, tu nous as parlé un peu de votre passage. Est-ce qu'il y a des artistes qui te reviennent en tête, vraiment qui t'ont mis une claque? Genre, tu t'es dit, que ce soit en direct ou que tu les aies entendus à la radio, hein. Est-ce que tu as le souvenir de quelques personnes comme ça qui t'ont vraiment... Prends le temps, il n'y a pas de souci, mais... Un nom comme ça, vraiment, tu t'es dit... Joël, il tapait bien, il avait un truc. Joël. Je suis assez d'accord, c'est un de mes préférés, moi, quand j'écoute, c'est un virtuose. Joël, il a un truc, il amène un truc... De timide et sans complexe pour les gens. Il amène un truc tout de suite un peu différent, mais vraiment. Et c'est un personnage, c'est un personnage en couleur. Il est à part ce mec. Il est. Pour moi, c'est le Flavor Flav français, toi, un peu. D'accord. Ok. Dans le délire, dans le look et dans sa façon d'être, c'est vraiment un personnage. Okay. Et la façon de rapper, ça, c'est vraiment. Moi, lui il m'a marqué, mais après, pour moi, c'était les meilleurs, c'était Richie, Lionel D, il n'y a pas de... Ok, non, mais c'est important après, avoir ton avis. J'aimais bien ce qu'on faisait, mais... Ah oui, vous étiez balèze. Et comme Richie me disait souvent, lui, il est pour pas être influencé d'autres rappeurs, il écoute pas d'autres rappeurs. Ouais. Il écoute pas d'autres rappeurs français, il dit non, il reste dans sa... Vous savez, comme ça, tu restes dans... Non, mais c'est un nous, parti c'est un peu pris, ça, on écrivait, on n'avait pas des œillères, mais... on faisait notre truc à nous, on n'avait pas d'influence. C'est vrai que vous aviez un style. À part nos premières, les influences que je te dis, Johnny Go, Lionel D, Richie. Oui. Mais on n'en avait pas d'autres. Les influences américaines, bien sûr, et c'est marrant parce qu'au niveau des influences, quand je réécoute tous les Dynasty de 89, là, 88. Oui. Mais tous, que ça soit NTM, Squat, tous les rappeurs, moi y compris, on a tous le style de Ultramagnetic MCs. Non, mais c'est... Ultramagnetic MCs, ils ont amené un truc de malade en 88-89. Et dans les Nova Style, tout le monde rappe à la Ultramagnetic MCs. Non, mais c'est un groupe vraiment... dont on parle assez peu, la façon que c'est le flow, comment... Ils rappaient sur des beats très, très rapides, donc tu devais adapter des flows. Ouais. Même moi, en espagnol, j'avais un texte aussi qui était un peu calqué sur leur façon, ce style. Donc voilà, c'est des influences. Non, mais c'est quelque chose. Même si on veut pas... Il y a toujours des mecs qui mettent la barreau, et c'était les Américains, pour le cas. La barreau, là, de la soul, tout ça, quand ça arrivait. Moi, en espagnol, c'est, comme je l'ai dit, Melomanex. Oui. Donc j'avais rappé en espagnol, je crois, la première fois à Nova. Et je me rappelle, il y a Bintou qui est rentré dans la cabine, elle dit c'est qui a rappé en espagnol? Ok. Je lève le doigt. Je dis c'est moi. Et elle me dit viens dans mon bureau. Et elle m'a convoqué dans son bureau. Et elle a commencé à me parler de projets, la Sedo mondiale. Ça m'intéressait de faire des trucs en espagnol, machin. À ce moment-là, Parce qu'ils étaient vachement ouverts à des. Par exemple, il y a Lunali qui bossait beaucoup à Nova, il était tout le temps à Nova, Lionel D. Lionel D, il faisait la météo en rap, il faisait l'astrologie, il avait plein de petits... je savais pas ça, plein de séquences comme ça, en dehors des... Donc lui, il bossait carrément là-bas. D'accord. Donc un peu ce qu'elle me propose Bintou. Bintou, c'est elle qui gérait un petit peu... C'était la directrice de Nova à l'époque. D'accord, directrice artistique. Donc c'est elle qui elle était dans son bureau, elle écoutait les rappeurs, machin. Des fois, elle sortait. Quand elle sortait, c'était envahi, il y avait plein de gens partout. J'imagine. C'était tagué, l'ascenseur était tagué de ouf. Et,
Mais c'était sympa, c'était bon enfant. Non, et là, elle me propose des. Toi, voilà, mais bon, sans que ça aboutisse à quelque chose, mais déjà, ça lui fait tilt le rap espagnol. D'accord. Et en tout cas, je dis aux gens, voilà, allez écouter, parce que je vous mets les petits carrés pour que vous puissiez aller écouter. Il y a quelques freestyles de Iron 2 et Shoes, du coup, qu'on entend chez Radio Nova. Voilà, si vous ne les avez pas encore écoutés, c'est le moment, parce que c'est de la tuerie. Vraiment, je dis pas ça parce que t'es là, mais tout le monde le sait, voilà, c'était unique. Voilà, il y avait un truc vraiment. J'ai d'autres rappeurs de prédilection dans le Dynastyle, mais voilà, vraiment, Iron 2 et Shoes, faut mettre l'accent dessus. C'était de la bombe. Il sans flamme un run sur pour toi. Ouais, le rap est ma seule gamme, il est mon unique loi. C'est pas moi qui l'ai choisi, il est venu vers moi. Il a débarqué dans ma vie et je n'avais pas le choix. Un M et un C, maître de cérémonie. Tout a commencé un soir de haine dans Paris. J'ai alors décidé d'user du MIC. Mon naturel enragé te mène à l'hystérie. C'est une rage pure et dure qui m'anime aujourd'hui. Et je serai ta cure si t'es ce que NC. Si tu ne me connais pas, tu perds rien pour attendre. Mais au son de ma voix, tu sais déjà que je suis tendre. Je déteste les suckers qui se prennent pour des rois. Ou ceux qui veulent jouer les tueurs et qui ne font pas le poids. Si tu te dis le meilleur, un conseil, abstiens-toi. Car en ce jour et en cette heure, Iron te détruira. Oh, ma mère, yo. Shoes. Écoute-moi rapper ma rage est dévastatrice. Accroche-toi, c'est bien mieux qu'un kill. Fais comme je dose comme il faut pour que ce soit chaud. T'auras du mal à t'arrêter sur ce tempo. Je suis le manipulateur de tes frissons. Et oui, je suis au contrôle de tes sensations. Et que la couleur de ta peau soit noire, jaune ou bien blanche, c'est clair, tu ne peux que rentrer en transe. Tu te déchaînes sur cette cadence. Et moi je rime et je balance du lundi au dimanche. Le micro devant moi c'est la fringue au-dessus du bras. Sauf que moi je ne moisis pas. Mon délire tout le monde le capte quand je m'éclate sur ce tempo qui frappe. Oui c'est ça le rap c'est ma cam. Et tu ne me comprends, ne me demande pas pourquoi ni comment. Car tu n'auras que la réponse que quand les poules auront des dents. Ou quand les politiciens feront leur discours rappant. Alors prends ce que je t'offre en attendant. Et profitant car aujourd'hui mon style est bien méchant, yo. Bah du coup je te remercie pour ça, Shoes, sur le Dynastyle. Je voudrais qu'on parle du Globo, parce que c'est un chapitre très important dans votre histoire, à toi et à Iron. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça, un petit peu de comment t'y vas déjà, et puis ensuite on abordera la suite, je t'en prie. Ouais. Bah Globo, bah voilà, c'est la soirée où tout le monde va après le terrain vague. Le terrain vague ça s'arrête, les freestyles, et tout le monde va au Globo, c'est tous les vendredis soirs. Et voilà, l'entrée, t'as pas de, tout le monde peut rentrer, t'as pas de visio, tout le monde rentre. Comme t'es habillé, comme tel quel, ça rentre. Pas très cher l'entrée, toi. Bon, il y a des soirées de dingue là-dedans, des ambiances de ouf, blindées quoi. C'est une boîte de nuit en souterrain. C'est cubique, c'est carré. Okay. Et c'est blindé, c'est plein. C'est, je sais pas, il y a combien de personnes 700 1800, je sais pas. Ah oui, ok, d'accord. C'est pas une toute petite salle, quoi. Non, c'est une salle qui accueille peut-être, j'en sais rien, 400, je sais pas exactement. Mais c'est blindé. C'est noir de monde, c'est blindé. D'accord. Et c'est hip-hop, c'est Dynasty qui joue, ça danse, et t'as tout le monde. Tout le gratin parisien, tous les gens de hip-hop sont là. Et les gens hors hip-hop, c'est-à-dire que tous les branchés parisiens sont là aussi. C'est vrai. Parce que c'est organisé par déjà les frères Body and Soul. Oui, qui est Loïc Dury de Radio Nova, Joseph de Malka, que je salue. Yes. La fille de Massadian. Oui, Valérie. Valérie, voilà. Et Jacques Massadian, lui. Et Jacques Massadian, on le voit pas trop. C'est le boss. Ouais, on le voyait sur scène à un moment, je m'en souviens, il y avait une soirée chez Roger Boitefun, on le voit sur scène. Moi, je voyais souvent Valérie. Donc on va, on fait tout. Voilà, on est tous les vendredis au Globo. Quasi tous les vendredis. Pardon. Je t'en prie. Tous les vendredis parce que je crois qu'il y avait Public Enemy qui était passé, je les ai ratés. Ah ouais. Et j'avais entendu, il y avait Africa Mbata aussi qui était passé, je les ai pas vus. Par contre, j'ai vu DJ Cash Money. Ok, oui. Quand il est arrivé, comme j'avais déjà dit auparavant, que c'était vraiment un concert vraiment mortel, une prestation qu'il a fait de folie, quoi. DJ Cash Money, il était tout seul au platine. Et il attire tout le monde comme un aimant, quoi. C'est le truc d'un mec vraiment malade, dans le bon sens du terme. Oui, bien sûr. Cash Money, je me rappelle, il monte sur scène. Tout le monde, dès qu'il commence, tout le monde monte sur scène, quoi. Tout le monde autour de. Il y a une fameuse photo, on les voit tous autour, tous les DJ autour de Cash Money. Ça devait être dingue, quand même. Et je me rappelle, Dynasty, il dit mais moi je lui arrive pas à la cheville. Il disait, alors qu'il était bon, quoi. Et il commence à dire ça, il nous dit, moi je lui arrive pas à la cheville, c'est vrai. Et voilà. Et au fil du temps, voilà, il y a donc un concours de rap qui est organisé. D'accord.
Donc t'as des annonces. Pour les Français, du coup. Pour les Français, concours de voilà. rap, parce qu'il y a quelques rappeurs. Hein. T'as les New, il y a les Miles qui rappent. Oui. Alors les Night, ouais, on les voit rapper, mais je sais. Bon, les Night aussi qui rappent. Oui, t'as Joël qui rappe. Oui, on voit un extrait de Joël dans Rap Attack où il rappe au Globo. Et on s'inscrit. Et on s'inscrit et on fait un passage. Alors il y a comme des éliminations, tout ça, mais nous on arrive direct, c'est pas une finale parce qu'en face de nous il y a des gars sur scène, c'est la force alphabétique, pas de cash j'oublie, Asphalt, non je peux pas te dire ça. Pas de cash. Il était DJ, c'est ça hein. Alors lui il était DJ, il faisait des soirées. Soirée rave un peu là. Mais ça c'était après les raves. Ah d'accord. Soirée électro un peu là. Il avait un café le dimanche après-midi, genre tea time dans les halles. Ok. Et il y avait du son, tu écoutais du reggae, tout ça. Mais là, il était proche de la Malka lui aussi. Oui, il était proche de la Malka. Ouais. Et ils participent, ils se présentent au concours. Et habillé, je me rappelle, il était habillé en cycliste à la Beastie Boys avec la grosse chaîne Mercedes là. D'accord. Et ils sont sur scène, mais ils font une grosse merde, toi. Genre, le mec, il s'appelle les Proud Boys. Et genre, c'est. J'en ai entendu parler, je crois. Et ils font un gros truc, une grosse merde, mais genre, foutage de gueule, quoi. Et dans le public, faut savoir, c'est chaud patate. T'as tout le monde est là. Boxeur, il est chaud, machin. Et il commence à balancer des canettes sur. À la canarder. Parce que je crois qu'il dit un truc sur sa mère dans le texte, et je crois les gens l'ont il pris dit non, mais en pour fait, c'est un peu un foutage de gueule, tu sais. Il rappe pas, il dit ouais, je fais des proutes, je mange de la choucroute, et je fais des proutes, mais des trucs. Ok, d'accord. En mode comme ils ont fait. Ils se prenaient pas au sérieux. Voilà, ils se prennent pas au sérieux. Okay, un peu Beastie Boys, mais pas bon, Beastie Boys. Ils font du rap, quoi. Ah, c'était carré. Voilà. Bah oui, c'était carré. Oui, voilà. Et ils ont fait un truc comme ça, ils se font balancer des canettes et tout, et nous, on passe juste après. On est là, hein, on est sur la scène. D'accord. Avec Iron, Clyde. Et on se prend même des canettes et tout, quoi. Il y avait même des chaises qui partaient du fond pour balancer. Les mecs, c'était vraiment vénère. Non, mais comme quoi. Hein, et nous, je me rappelle, on avait préparé un truc, un acapella rap. Et on présentait Clyde. Tac, 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 il balançait Scratch. Boum, et là, il balançait un beat à la Public Enemy, là. Okay. Et on se marapait dessus. Et là, la salle, elle monte en sauce, quoi. C'est ça. Ah, les gens kiffent, la salle qui se lève, elle était déjà debout, elle était bien chaude, mais là, ça bascule dans le bon sens, toi. Là, les gens ils se mettent à danser et tout, à crier. Et nous, on fait notre show, mais un pur show, quoi. Moi, je me rappelle, j'ai toujours un super souvenir souvenir d'être dans la peau d'un rappeur avec un public qui est là. Je me prenais comme j'étais dans la peau de Run DMC, quoi, toi. D'accord. Un duo comme ça, on rappe, on fait nos trucs à deux, Portez pas le pluie, et j'ai kiffé. D'ailleurs, les gens ont kiffé. Et on a même été porté en triomphe à la fin. D'accord, ok. Donc on a fait un pur truc. Là, il y avait vraiment la chimie parfaite. Là, il a mis des sons de ouf. Parce qu'il balançait un peu à la Public Enemy du funky drummer avec des tracks dessus et des machins, des instrus bien lourdes là. C'est clair. Ouais, ça l'a fait. Franchement, ça l'a bien fait. Et t'avais les Suisses qui étaient là, hein. La salle était pleine. Hein. Et même les Suisses nous ont dit, ouais, venez en Suisse et tout. Enregistrer. Okay. Donc on avait des propositions. Et donc on nous a dit, ouais, les gars, ouais, vous avez gagné à l'applaudimètre largement le concours. D'accord. Valérie Massagnon nous le dit, tout ça. Mais il se passe rien parce qu'il faut savoir que à la clé du concours, il y avait un enregistrement d'un 45 tours. C'est ça, c'est tout le truc. Et le truc, c'est, on s'est dit, voilà, notre carrière, elle est lancée. Moi, quand on a fait ce show-là, j'ai dit comment, en plus, on a été porté et tout. Je dis, voilà, notre carrière, elle est lancée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est notre carrière, on va dire, elle s'est arrêtée à ce moment-là. Parce qu'il ne s'est rien passé. On n'a pas enregistré de maxi 45 tours, on ne nous a pas contactés, il ne s'est rien passé. Pourquoi d'après toi, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce moi, soit je pense que comme il y avait Assassin qui se mettait en place, ok, et bizarrement Assassin ne participe pas au concours de rap. On les voit, d'ailleurs, on les voit dans la série Le Monde de Demain. Oui. Et la scène dans la série, à un moment, j'étais un peu vénère quand j'ai vu la scène parce que je dis putain, mais ça c'était notre scène, toi. Ils nous ont piqué la scène. Là. Parce que quand on voit un public chaud comme ça, des canettes qui volent, je dis putain, les mecs, tu peux pas avoir deux fois deux bien concerts. Sûr, bien sûr. Ouais. Et j'avais appelé Roger RMC pour savoir si vraiment ils s'étaient passés au Globo, Assassin. Et il me dit non, ils ont jamais passé au Globo. Pour moi, ils s'étaient pas passés.
Et après, Iron, via Asco, toi, que je salue d'ailleurs, Ok. qui dit, ouais, ils étaient passés vers la fin en mode genre répète. Il y avait un public. Mais vers la fin, ils seraient passés. D'accord, parce que là, alors, juste, on est au Globo, on est en quelle année Là, là on est en 87. Octobre 87, le flyer, toi. Ah oui, donc c'est même avant le Dina Style, en Ça, fait. c'est avant le Dina Style. D'accord, voilà, pour que les gens puissent se Voilà. situer, c'est important. Donc dans la série, Le Monde de Demain, On les voit sur scène. NTM et Assassin ensemble sur scène. Non, on les voit pas sur scène. On voit Assassin sur scène, sous le squat, D'accord. avec un autre DJ. Et NTM, ils sont dans la salle. Et dans le film... Dans le film, c'est Suprême, l'inverse, je crois. On voit NTM rapper au Globo, alors qu'ils n'ont jamais rappé au Globo. D'accord. Donc ils sont accaparés de la scène du Globo. Donc ça, Et, c'est important, oui, c'est important de c'est le dire. important. oui. Avant, je commençais à balancer des trucs sur les réseaux parce que j'ai dit, j'étais même prêt à voir les réalisateurs là. Oui, oui. Et après, j'apprends que c'était Solo qui était à la programmation, D'accord. à la direction artistique. Ok. Solo était consultant artistique de la série avec Dynasty et Bando. Et Bando, c'est plus pour la partie graphe. D'accord, ok. Donc moi j'essaie de me renseigner, pourquoi, Voir comment ça tout s'est passé. comment ça s'est d'accord, passé, pourquoi eux, pour moi ils n'étaient pas montés au Globo, pourquoi on les voit sur scène au Globo, voilà. Après on a dit beaucoup de choses sur la série, hein. C'est sûr qu'il n'y a pas tous les personnages. Ah oui. Après si tu mets tout le monde, c'est plus, ça devient Game of Thrones, toi. Oui, oui, bah c'est compliqué, c'est Ça vrai devient compliqué. que... Si tu mets d'autres rappeurs, tu mets comme nous, des mecs comme nous qui sont pas connus, tu les mets dans la série. Déjà c'est peut-être si on avait fait quelque chose, peut-être. Non, mais bon, bah, bref. ce qui serait bien, c'est qu'un jour, il y ait peut-être une série ou un film qui soit fait soit sur Donc vous, il y a quand même, ou soit sur d'autres personnes. il y a mais comme quand ça, même deux trucs bizarres. On a les points de vue, quoi. Il y a deux choses bizarres. C'est d'un côté, il y a un maxi 45 tours qu'on n'enregistre pas. Ouais. Voilà. Et d'un autre côté, Assassin se met en place et on les voit sur scène au Globo. Assassin Squat, il m'envoie un truc sur Facebook parce qu'à un moment j'avais balancé des choses. D'accord. Il m'envoie une photo, il dit ah, on n'a jamais été au Globo. Il m'envoie une photo, on les voit au Globo. Sur scène avec Solo, avec un petit pub, avec un Ok. une pub, mais une petite photo vraiment. D'accord. Je dis, et là je lâche l'affaire, je dis ok, bon, ils sont passés au Globo, au moins, c'est pas. Il n'y a pas falsification de l'histoire. Oui, non, mais... Ils sont passés, ok. Pas de mais il problème. n'empêche que la scène qu'on voit. Ouais. C'était votre, moment. à vous. Pour moi, c'était notre moment. Toi, ils nous l'ont piqué quand même, quoi. Je comprends. Non, mais Et la troisième chose, l'autre chose aussi, c'est que Clyde se fait appeler par Solo bah oui, pour parce que rejoindre Assassin. c'est ça, pour ceux qui savent Un pas, appel du Clyde, pied. ce sera le DJ d'Assassin ensuite. Voilà. Donc Clyde, il nous quitte, quoi. On se retrouve sans DJ, quoi. D'accord. Toi. Oui, donc c'est vrai que ça a fait beaucoup, on va dire. 87. Ouais, ça a fait beaucoup d'un seul coup, on va dire pour Donc vous, après, quoi. ça s'est arrêté. Après, t'avais les émissions de Nova, donc 88, 89, où on va à la radio, on continue à rapper. Et en fait, D'accord. et ça c'est un peu pour notre histoire, il s'est rien passé de plus que ça en fait. Après, il y a eu d'autres événements en Espagne. Il y a eu des trucs qui se sont faits en Espagne. On a Ok. fait des shows en boîte avec Iron en Oui, été. oui, tu m'en avais parlé, c'est vrai. Et c'est ça, vrai. c'était la première fois qu'on se fait payer avec notre rap. Donc, on avait fait. On démarchait, on faisait toutes les boîtes de nuit Ok. pendant la journée, pendant que les gens allaient à la plage. Ouais. Et on proposait au Dirlo, là, au directeur, un show de rap. D'accord. Et bah tout le c'est- monde a accepté. Personne n'a refusé. Là, ouais, les gars, tata. Ah bah, de toute façon. On leur faisait un petit rap comme ça, vite fait. mais Ouais. Ah bah, tu m'étonnes. Oui, bah, de Et toute les mecs, façon, ils nous comme on payaient l'a 10 dit, 000 vous avez un pesettes. style. C'était 10 000 pesettes ou c'était bar ouvert, toi. Mais Ok. c'était Torre Molino. Il faut savoir que c'était les meilleures boîtes. C'était l'âge d'or des boîtes espagnoles. D'accord, ok. Si t'avais les plus belles boîtes européennes, c'était là-bas. Hein. C'était Ok, magnifique. bah c'est quoi. T'avais des important. boîtes avec 7 pistes de danse, des pistes qui montent, qui descendent. T'avais des boîtes avec. T'avais une piscine dans la boîte. T'avais la piste de danse et t'avais un espèce d'aquarium. Ok. Et tu voyais les meufs se baigner, les gens se baignaient. D'accord, ok. Ok, ouais, très. Et nous, on était là, très en coupe avance, de quoi. champagne. Ouais. Et nous, on faisait des shows de rap là-dedans. Et donc, un petit show, tac, pendant la soirée. Et c'était les gens, on les faisait participer. Les gens, D'accord. c'était chaud, ça marchait super bien. Mais c'est. Oui, bah Et oui, ça bah durait, tu ça m'as- c'était peut-être 89, un été 89. Ok, non, mais c'est important quand même de le dire, parce que mais c'est vrai que moi, alors c'est peut-être ma lecture des choses, hein, et tu vas me répondre, mais j'ai l'impression que effectivement vers 88-89, il y a une nouvelle vague qui arrive, pardon. Ça Où, bascule, ouais. où
voilà, alors peut-être que je vais dire les choses un peu grossièrement, mais voilà, pour moi, j'avais l'impression qu'il y avait cette vague, donc avec donc les Nec Plus Ultra, toi et Iron, GM, tout ça, des gens comme ça, tu sais, les timides et tout ça, timides et sans complexe. Qui se met en place. Et que vers 88-89, bah, effectivement, NTM et Assassin, on dirait qu'ils prennent toute la place d'un coup. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un truc bizarre autour de ça, tu vois. Il y a un truc qui se met en place déjà voilà, c'est un peu dans l'ombre, c'est un peu en loose day, tout ça, ça se passe un peu dans l'ombre déjà. Ils récupèrent notre DJ, ils ont la clé du studio, que c'était nous, on aurait dû enregistrer avec Nova Scratch par rapport au concours de rap, c'était l'enregistrement Nova Scratch. On n'a pas les clés les studios de Nova. Et en fait, c'est Assassin qui enregistre dans les studios, qui ont les clés du studio. Nous, on n'a pas les clés. Donc oui, on n'a pas... parce qu'il y a Iron qui est passé chez DJ Fab sur Génération, et donc je crois que c'est sur Mixcloud que vous pouvez retrouver l'interview, et il expliquait justement qu'effectivement, ils avaient fait l'album de Lionel D dans ces studios-là, et des morceaux pour Assassin. C'est-à-dire que Assassin avait fait des morceaux là-bas aussi. Il y a Dynasty aussi qui faisait des remixes de Nec Plus Ultra aussi. D'accord. Le jeu rap, le remix de Dynasty, il a été fait dans le studio. Ok, en découpant les bandes. Donc t'avais Dynasty qui bossait, donc il se passait quelque chose dans ce studio. Dans ce studio, vous auriez pu. Mais nous, on n'a pas, on n'a pas dit de venir. Ok, d'accord. Et l'histoire, c'est que c'est Assassin qui a pris cette place-là, notre place. D'accord. Donc il y avait un truc qui se met en place. Assassin NTM, par exemple, comme tu disais si bien, qu'ils ont pris toute la place. D'accord. Et des mecs comme nous, on s'est fait jarter. Après, nous, en 90, on a quand même on a bossé en studio avec deux musiciens. Ok. Et on a une maquette. Donc une maquette, moi je rappe en espagnol et Iron fait un texte en français et c'est enchaîné, quoi. C'est très soul, ma partie est très soul, la sienne est très funky, et on a cette maquette-là, qui a disparu. Moi, j'ai dû la faire tourner en Espagne, parce que j'ai rencontré des b-boys en Espagne, comme je disais, j'allais souvent là-bas, et je peignais aussi. Et j'avais rencontré des b-boys qui peignaient, on avait fait un graphe. Et je leur ai fait tourner cette cassette-là, c'était en 90, et eux, ils connaissaient déjà Rap Attitude, ils connaissaient le morceau d'Assassin. La formule secrète. Okay. Et les mecs en espagnol, ils me disaient... Ouais, je prends le micro, je le plante dans mes veines. C'est la phase de Solo, c'est Solo qui la connaissait. Oui. Et donc les mecs, ils connaissaient déjà, les Espagnols connaissaient, parce que t'es à l'affût quand t'es dans le milieu hip-hop, là, le moindre truc. Puis il n'y a pas 15 000 trucs qui sortaient à la minute. Donc moi, la cassette, je leur avais cassette, je leur ai filé. Je crois que j'ai perdu, elle doit être égarée en Espagne, cette cassette démo. D'accord, et bah écoute, j'espère qu'on la retrouvera un jour, parce que ce serait très fort d'écouter ça en tout cas. Alors ce serait très très fort. Et bah en tout cas, du coup, voilà. Alors juste pour finir là-dessus, ensuite on passe à la suite, mais Iron parlait un petit peu du côté branché, tu sais, parce que NTM et Assassin avaient un pied un petit peu, avaient certains contacts avec le côté branché de Paris, tu sais. Est-ce que tu penses que toi c'est ça qui vous a un petit peu manqué par rapport à eux dans l'exposition, je sais pas. Ouais, c'est sûr. À ta façon, peut-être que je me trompe. Non, mais c'est sûr, on en a parlé souvent avec Iron. T'as aussi, t'as ce truc aussi en sociologie, on appelle le déterminisme social. Oui. T'as entendu parler, c'est le truc comme quoi inconsciemment, t'as pas ta liberté et t'es pris par... ta vie est cadrée par ton origine sociale. Par ton origine sociale, de tes parents, là où tu es, socio-économique. Bien sûr. Et t'es un peu pris là-dedans, toi. Nous, on n'a pas... ma mère et ma soeur, elles me disent pas de rapper, elles me disent fais les études. Je faisais du judo, il n'y a pas de problème, j'avais une discipline, mais c'était au niveau des structures, nous, c'était les issues de sortie, c'était l'école ou le sport. Oui. Moi, en tout cas, pour moi, c'était ça, c'était l'école ou le sport. Donc c'était ma voie de sortie. Donc moi, c'était pas les studios, c'était pas le milieu artistique, le milieu gratin parisien, tout ça, c'était pas ça. Je l'ai rencontré un petit peu après, via les Malka. Et dans les années 90, où là j'étais plus dans ce milieu-là, on va dire. J'ai traîné beaucoup dans le milieu de les soirées, tout ça. Soirées, même j'étais DJ à un moment, tout ça. Oui, on va en parler, bien sûr. J'ai vachement traîné là-dedans, mais à ce moment-là, on n'avait pas ces clés-là. Je comprends. On n'avait pas de ces clés, toi. On n'avait pas ni un pied à New York, ni un pied à Paris, on n'avait pas les clés dessus, on n'avait rien. Les seules clés qu'on a eues, c'était avec ces deux musiciens qu'on a fait cette maquette. Oui, comme tu disais, effectivement. J'aurais filé mes disques de soul pour qu'ils samplent des sons un peu soul, tout ça, quoi. Non, mais c'est important. Mais ça s'est fait après, quoi.
cette rencontre avec le milieu branché parisien, ça s'est fait après. D'accord. Et ben on va en parler de toute façon. Parce que c'est là où ça bascule en fait, à des 90. Tout à fait. Là, pour ma part. Et bah du coup, avant de parler de tout ça, je sais que Iron aussi toujours parlait beaucoup des sons de système, de la période son de système. Est-ce que toi aussi, tu y allais un petit peu? Si tu peux nous parler un petit peu de ça, des artistes que tu voyais? Je t'en prie. Oui, bah j'allais au son de système parce que c'était vraiment le truc de la rue. Hein. Ça se passait en bas de chez toi. Toi, t'avais des sound systems improvisés un peu partout. Ok. Mais à l'ancienne, c'était leur code. Et les mecs, ça tchatche, ça toast. T'avais Tonton David, je m'appelle. Ouais. Poupariki, Ramsès. Les Sai-Sai. Pablo, okay, Pablo Master, t'avais, je me rappelle. Et eux, ils sortaient. Alors, eux, ils étaient déjà, on va dire, plus organisés, le milieu sound system, parce qu'ils sortaient déjà des petits 45 tours. Des 45 tours, des vinyles. Eux, ils étaient dans le truc. Ils étaient dans ce milieu, ils étaient dans le milieu. Complètement. Ils étaient vraiment dedans. Donc, ils ont beaucoup aidé les rappeurs d'ailleurs de l'époque pour certains trucs. Après, il y a une fusion qui s'est faite avec le hip-hop raga, avec il y a plein de trucs qui sont faits. Vu qu'ils avaient déjà les moyens et tout ça. C'est ce qu'on me dit souvent. Mais vas-y, je t'en prie. Le hip-hop raga, oui, c'est venu. C'était, ça s'est joint quoi. Ça c'était vraiment hip-hop raga, ça s'est joint. Ça s'est vu au début des années 90. C'est fort. Et tout ce milieu. Après, ça vient aussi beaucoup d'Angleterre parce qu'ils ont fait la fusion hip-hop raga qui venait d'Angleterre. Beaucoup de Jamaïcains. Oui. Et toute cette fusion, voilà, entre des toasters. Nous, il y avait Little Danny qui était du quartier d'Iron, qui était super fort en rap balèze, et en toast, quoi. Parce qu'en fait, les mecs en toast rap, ils avaient le même niveau, ils étaient super forts, quoi. Même plus forts que nous. Les mecs en rap, il envoyait, il était mais les mecs dans le raga, incroyable. Ils avaient une autre technique de travail, c'est-à-dire qu'eux, ils travaillent plus en live avec des micros. Et donc, ils avaient un pas d'avance sur nous, quoi. Ah non, mais complètement. Il y avait aussi Poupa Leslie. Poupa Leslie, ouais. Paix à son âme aussi, hein, mais Poupa Leslie qui était, qui a sorti des trucs de ouf aussi, Et ça, t'avais eu l'occasion de les voir, tous ces gens-là? Moi, je voyais, j'allais dans le sound system. C'est un peu improvisé, j'allais dans le sound system. Il y avait des concerts, il y avait aussi Human Spirit. Alors, j'ai déjà entendu ça. Human Spirit, c'est la naissance des Malka, tu sais, en fait dans les Human Spirit, c'est les musiciens, c'est les Malka Family. D'accord, d'accord. Et en plus ça va nous mener. Et t'avais Jam, le chanteur Jam, qui faisait et c'était très rock, punk, funk, mélange de tout. On se retrouvait reggae aussi, et c'était mortel. C'était gros concert, pareil à l'arrache, improvisé. Avec des cartons qui volent des fois, c'était vraiment super fort. C'est balèze. Cette période, c'était vraiment le début des origines de Malka Family. D'accord. Et bah écoute, on va justement... Et là, ça je t'en prie. Et là, on bascule en fait dans les années 90 avec des rencontres comme Iron me présente à Woody, des Malka Family. Oui, bah oui, et bien Woody, sûr. là, à partir de là, on écoute des sons sérieux. Ok. Toute la période... funk comme ça, soul, que tu retrouves dans tout ce qui sort dans le rap de 89, de la soul, qu'a samplé Funkadelic, tous les sons comme ça, toi, George Clinton et bien sûr. Sly Stone, Kool and the Gang, tous ces sons là, je me prends des grosses claques et à chaque fois des claques, d'Emetters à James Brown en passant par Bootsy et bien sûr, j'en oublie bien, plein. Il y en a plein. Et donc je me mets à acheter pas mal de vinyles aussi, toi. D'accord. Voilà. Woody me dit où les trouver, donc je fouille, on fouine un peu et j'achète pas mal de vinyles à ce moment-là. Et mes platines, j'achète des MK2 parce que je commence à travailler et j'achète les MK2, les Technics. D'accord, ok. Celles qui sont utilisées pour le scratch, pour mixer, que tu trouves dans le hip-hop. Donc c'est à ce moment-là que tu deviens DJ vraiment. Ouais, c'est pas je deviens, mais j'essaie de comprendre comment sortir des sons de scratch. Donc je passe des nuits à m'entraîner au scratch, au passe-passe et tout ça, et je me mets plus, on va dire, au platine qu'au rap. Je laisse un petit peu le rap. Tu délaisses un petit peu, tu mets ça un petit peu de côté pour te parce concentrer. Que toute cette histoire, en fait, comme on racontait, c'est après moi je suis passé un peu à autre chose. D'accord. Et mais sans quitter la musique et via les platines et via le funk que je découvre grâce à Woody et les Malka Family qui vont commencer à se
à se former. Bien sûr, non, mais c'est important. Et du coup, alors avec Malka Family, vous allez faire donc la tournée, vous allez faire une tournée avec un album, c'est ça Alors Malka Family, nous, on continue à rapper, on fait des premières parties D'accord. avec Iron, on rappe, on fait quelques premières parties, quelques scènes. Voilà, moi je traîne avec des gars, les TSB aussi, un groupe qui a été fondé par Phase, que je salue. Et dedans, les TSB, t'as Keno, Delta et Krim, que je vois plus depuis longtemps. Keno deviendra mon beau-frère, quoi. Enfin, ils viennent d'où les TSB géographiquement Les Lilas. Plutôt des Lilas. Ah d'accord, ouais, donc côté de ton des Lilas. coin à toi aussi, d'accord. Plus des Lilas. Et donc je traîne beaucoup avec eux et je deviens un peu leur DJ. Eux, ils rappent. Ils ont un style un peu hardcore, ils rappent. Et on fait une tournée. Moi, avec eux, je rappe pas, je suis au platine. Et on fait un tremplin du rap à l'Olympia. Ça se situe dans les débuts des années 90. Donc c'est un tremplin rap où il y a des gens qui viennent. Et toi, tu fais le DJ ce soir-là, c'est ça ? Ouais, en fait, t'as plein de groupes qui sont programmés, de rap. Donc tu vas dans les loges, c'était le bordel, quoi. Il y avait des rappeurs partout, des mecs qui venaient de partout, de toutes les banlieues, tous les coins. Et il y avait là, on est vers quelle année, là ? Et là, on est dans les... 92, 93, ouais, par là, ok. Ouais, 92, constitue un peu, vas-y, je t'en prie. Ouais, on est dans les années 92 ou... Ok. Et je dirais peut-être 93 même. Ouais. D'accord, ok. Voilà. Et voilà, donc voilà, on fait un passage, mais voilà, l'Olympia. Moi, je suis au platine, là je rappe plus. D'accord. Et, par contre, avec Olivier, voilà, comme je disais, on rappait avec les Malka. En première partie, on fait des... Ok. Et en 92, on enregistre le seul enregistrement qu'on a sur vinyle. C'est sur l'album Tous et Ouf de Malka Family. Oui. Et sur un morceau qui s'appelle Toddy Groove. D'accord, allez écoutez, voilà. Il est sur internet, j'imagine. Il est sur internet, Toddy Groove. Okay. Et on rappe à la fin, il y a un passage. Bon, après, c'est vrai qu'au niveau du mix, nos voix ne sont pas trop en avant. Oui, c'est ce que j'ai remarqué, on les entend. C'est plus en arrière-plan. C'est suggéré un peu, quoi. Ouais, c'est un peu une apparition spatiale, parce que même c'est décrit sur le disque apparition spatiale, Iron et Sko. Moi, j'étais déjà à l'époque, c'était plus Shoes. C'était Sko. Ouais, je passais à Sko. Et même vers les derniers Dynastal, je reviens un petit peu en arrière, j'arrivais en tant que Sko. Ah, ok, d'accord. Et même Lionel me dit Resco à un moment, et bon. Donc mon nom il change à un moment. Et là, je reviens sur Shoes parce que si. Voilà, parce qu'Iron et Shoes, on va rester là-dessus. Non, mais bien sûr, je t'en prie. Donc voilà, et là, on fait le dernier cet enregistrement-là. Il y a Juan Rosoff sur le morceau, il y a Sydney, il y a du monde, hein, on est en studio, et voilà, on fait cet enregistrement-là pour les Malka. Ok. Non, mais allez écouter. Avec Iron, voilà. C'est balèze. Et puis, ça, pour nous, en fait, ça va s'arrêter là. Le rap avec Iron. D'accord. Je crois avec ce passage-là, après, on fait plus de... Lui, il est plus dans la vie active. Moi, je passe en... Alors, moi, je suis... Là, je passe plutôt en mode nuit, quoi. Je fais plutôt les soirées DJ. Je passe... Oui, parce plus que ça devient ton quoi. métier, en fait. Pas vraiment, DJ, mais c'est que je suis en fin de droit d'Acédic et je me retrouve... je suis au RMI, donc je peux tenir. Je suis hébergé chez un pote là qui s'appelle Othello, d'ailleurs, que je salue. Et je lui amène les platines, et le deal c'est que je lui montre à mixer et lui il m'héberge. Donc je passe un an comme ça, une année sabbatique un peu. Je comprends. Un peu tranquille, et je suis on fait beaucoup de soirées au Divan du Monde. On fait pas mal de oui, tu me parlais d'Ariel Wiesman et d'Edouard Baird qui faisaient des soirées là-bas. Ouais, Wiesman, on est sur des DJ sets avec. Il y a Ariel Wiesman, il y a Gilbert de Versatile, qui joue aussi. Ok. Simon et Momo, tu as toutes ces soirées, oui, Big Cheese, tu m'avais parlé de ça, voilà. Et il y a toute cette mouvance-là, début 90, où il y a un nouveau son qui arrive, c'est l'acid jazz, qui reprend tous les thèmes blue note, funk des années 70. Et t'as le rare groove qui arrive aussi. Tous ces sons funk qui sont remis en avant via des compiles. Oui. Rare groove, et il y a voilà, c'est la période de la go-go aussi. La go-go music, c'est un peu la même. C'est pas trop. C'est vers 94 aussi, c'est dans ces eaux-là. Mais go-go, c'est Chicago, Washington. Et go-go, ça n'a pas duré longtemps, mais t'avais Trouble Funk, bien sûr.
c'est début 80, c'est même dans les années 80, Trouble Funk. Go-Go, c'est oui, parce que Fred en parlait, parce qu'on a reçu Fred Intavisé de Made in Paris, du coup, et il oui, disait il y avait la Go-Go. Dans Made in Paris, avait... il y avait ça aussi. Ce son Go-Go qui était là. Et vu qu'ils étaient potes avec la Malka aussi, je sais qu'il y avait des trucs. Mais bon, effectivement, ça n'a pas duré longtemps, oui, comme style. Mais toute cette période, années 90, oui, il y avait Made in Paris, Malka Family, un peu FFF qui était dans toute cette mouvance-là. D'accord. Et toutes ces compiles Pure qui sortaient, c'était Bando qui avait sorti des compiles avec Aldo. Bando, Bando le graffeur, ouais. D'accord, ouais, ok. Qui avait sorti des compiles de funk, mais des trucs de folie. Hein. Ok. Avec... t'avais pas les droits parce que t'avais des titres... t'avais pas le nom de l'artiste, quoi. J'imagine, ouais. C'était un peu détourné, mais t'avais des tueries dedans, et c'était pur, voilà. Okay. Et toutes ces soirées-là, ouais, c'était vraiment années 90, et ça tournait, le funk tournait à fond dans ces soirées-là. C'était les soirées, le groove qui pue, c'était des trucs de ouf. Simon et Momo qui mixaient beaucoup de funk soul comme ça, et c'était des soirées, c'était blindé de monde, c'était noir, c'était dans des maisons, dans des apparts, des chalets, c'était un peu partout. Ah mais c'est vrai, et puis même dans le rap de l'époque, enfin voilà, ouais, et t'avais milieu 90, aussi. On sentait cette influence. Et t'avais cette influence qu'on avec retrouve la West Coast, ouais, tout exactement ça, dans le rap, où musicalement ça commence à... Ça prend une autre tournure. Ça prend une autre tournure, quoi. Les samples sont plus utilisés. Tout à fait. Comme IAM, hein, dans l'album d'IAM, il y a beaucoup, le premier album, c'est un gros travail sur les samples. NTM aussi. Ah bah eux, de toute façon, IAM, c'est leur, j'ai envie de dire, c'est leur truc. Hein, eux, ouais, donc le sample, il est vraiment mis en avant. Et la musique, donc tous les DJ écoutent la soul et le funk. Tous les DJ connaissent maintenant ces sons. Et grâce au hip-hop, hein. Et grâce au hip-hop, des gens comme George Clinton reviennent, et Bootsy reviennent sur scène. Ah bah oui, Funkadelic revient grâce à de la soul. Hein. Bah, le premier concert de Funkadelic en 92, ça tournait, c'est le oui, mais bien sûr. Mais... Ça tournait dans la salle comme ça en boucle, c'était l'hymne. C'est de la soul. C'est clair. Non, mais c'est donc, important en fait, de le dire, c'est vrai. Les rappeurs ont amené un groupe comme De La Soul, on fait ramener. De toute façon, c'est le cas même avec la ressuscité Funkadelic et Bootsy Collins. Non, mais c'est. Bootsy Collins, c'est quoi? C'est à West Coast qui l'a ressuscité? Ah bah oui, avec les Atomic Dog et tout ça, là, les trucs. Il n'y a que Sly Stone qui est resté down, parce que. Mais Sly Stone, pareil. Tous ces sons, c'était de la folie. C'est important. C'était la source, quoi. C'était le trésor. C'est là où on a épuisé. Le groove et non mais c'est vrai donc c'est voilà, pour moi années 70 c'était vraiment musical, très très musical, une grosse recherche. Et tu m'avais parlé d'une anecdote, donc c'était à Banlieue Bleue il me semble, en tant que DJ, où il y avait une coupure de courant ou quelque chose. Est-ce que tu peux nous en parler, parce que c'était une anecdote quand même assez forte quand même. C'était pendant la tournée de Tony Safoni, on a fait les Banlieues Bleues, Pigalle, on a fait Trabendo. À l'époque, c'était le Hot Brass. Et il y avait les Banlieues Bleues. Donc, il y avait. Alors, Banlieues Bleues, il faut savoir, c'est des gros concerts. C'est un festival un petit peu. C'est un festival, quoi, sur plusieurs jours. Okay. Et c'est la grosse machine. Donc, tu as les techniciens sur scène. Alors, ils te mettent des scotch pour dire que toi, tu as placé là. Toi, c'est très carré. Et moi, j'avais été, je me rappelle, à ce concert, j'avais qu'une platine. Parce que normalement, je me trimballais avec mes 2 platines. Okay. Et je suis plus à l'aise avec 2 platines qu'une. Là, j'en avais qu'une. Je sais pas pourquoi. Et même les mecs, ils me disent: ouais, mais toi, tu fais quoi, du scratch? Je les foutais un peu de ma gueule, les techniciens, quoi. Genre, il n'y avait pas beaucoup de mecs qui scratchaient encore avec un disque. C'était pas connu avec par des tout musiciens, le monde, quoi. Okay. Et donc, mec, déjà. Et le concert, le concert se passe, et là, il y a une coupure de courant. C'est pendant le morceau, on est à fond dedans. Et il n'y a que la batterie qui continue, les sax, les cuivres. Et moi, en scratch, je m'arrête, et tout ce qui est électrique s'arrête. Et lui, il continue. Batterie, un sax. Moment compliqué, quoi. Et donc après on arrête parce qu'on peut plus jouer, on retourne sur scène, dans les loges là. Okay. Et le courant revient. Et il y a Laurent Desmalka qui me dit: vas-y, le courant est revenu, monte sur scène, vas-y, fais-les kiffer. Et moi, sans réfléchir, j'y vais, quoi, mais j'ai qu'une platine. Et je suis pas non plus, je suis pas DJ Kubert, hein, je suis pas. Ok, d'accord. Moi, c'est simple, quoi. En mode tranquille, quoi. Okay. Et avec une platine, j'avais quoi? J'avais un truc de beat, et j'avais des scratchs, donc je balance un truc et je fais un peu ce que je peux. Bien sûr. Mais ça commence à siffler. D'accord. Okay. Les gens, ils s'impatientent. Les gens sont pas contents, ouais, d'accord. Ils sont impatientés et tout. Et là, je me prends de la flotte et tout. D'accord. Carrément. Après, je me suis mis tout petit dans un coin. Après, le show a continué. Je faisais mes passages. D'accord. Mais bon, j'étais un peu dégoûté par rapport à ça, quoi. Ça m'a un peu dégoûté. Ouais, je comprends. L'ambiance, c'est.
Mais voilà. t'as eu le courage quand même de faire le truc. C'est important. Ouais. Et là, je me suis aperçu que c'est vrai qu'au niveau de la musique, on bosse beaucoup parce tu fais des petites tournées comme ça, on est tout ensemble à faire les répètes, c'est très fatigant, quoi. J'imagine. Et tu gagnes des clopinettes, hein, tu gagnes pas des masses. Hein. Ah bah oui, quand on est beaucoup, c'est sûr que Même le sol. Bon, après, moi, les soirées DJ, je voyais, tu gagnes pas. Oui. C'était en francs, quoi. Je sais pas, 600 balles. 600. Oui, parce que c'est vrai qu'il y avait un mythe qui disait que. Alors après, c'est vrai que les DJ gagnaient plus que peut-être certaines autres disciplines du hip-hop, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a un mythe autour du DJ qui se fait plein de sous. Après, t'as le DJ qui monte, comme à l'époque, nous, on commençait les soirées. T'avais David Guetta, nous, on faisait des flyers dans la jungle avec Otto Pavel. Et parallèlement, il y avait David Guetta qui faisait ses soirées. Donc, il y avait ses flyers, il y avait sa tête. Donc lui, il faisait beaucoup de soirées. Et c'était un peu le rival, quoi, toi. D'accord. Non, mais c'est lui, intéressant. il est monté parce qu'après, il y a le travail qui paye derrière. Hein. Après, c'est une décision, soit t'en fais une carrière ou pas. Moi, je voulais faire mon expérience en tant que DJ, je l'ai faite. Je me suis aperçu que, au final, tu gagnes pas des masses, quoi. Et, non, mais je comprends. C'est cool, tu sors beaucoup, t'es en soirée tout le temps, machin, mais après, faut faire ta vie. Et j'ai dû retourner dans mon taf premier. D'accord. Et j'ai dû me remettre un petit peu à la page au niveau des logiciels parce que c'était la bascule entre l'informatique et le. Oui, c'est vrai que c'est un changement d'époque. Je travaille à la planche, moi j'étais des dessinateurs, toi, dans le bureau d'études, et après c'est passé ça s'est informatisé, donc ce passage-là, cette bascule a été compliquée pour certains tafs. Donc moi j'ai dû refaire des formations, CAO, tout ça. D'accord. Donc je me suis remis dans mon taf et j'avais petit à petit, j'ai arrêté le DJing, là, ces soirées. D'accord, donc même ça, t'as mis de côté. Après, j'ai mis de côté, j'étais obligé, je devais taffer. Non, mais c'est après, la vie, hein, de toute façon, c'est normal. Et je gagne plus de thunes dans mon métier qu'en tant que DJ. Oui, de toute façon, au bout d'un moment, il faut bien vivre. T'en fasses ta discipline principale. Mais... Bien évidemment, non, mais c'est sûr. Je te remercie pour ça, Chouz. Et du coup, avant de passer à la suite, parce que tu as refait des choses récemment, c'est important de le dire aux gens, on va en parler. Je me souviens d'une vidéo qui est disponible sur YouTube, je vous mettrai le petit carré. C'était à la clé, je crois, et c'était lors d'un concert de Lionel D et Dynasty. Ah oui. Et on vous voit, alors vous faites des petits passages, c'est assez court. Mais on voit Iron sur scène et on te voit toi aussi qui fait un couplet en espagnol. Il y a du CD qui s'appelle Iron 2 et qui t'a déjà rendu fou. Avec ce mec qui va par le nom de MC Sco. Sur Radio Nova c'était trop. Et tu peux rapper en espagnol. Je me rappelle de ça en espagnol. N'est-ce pas en espagnol? Per favore, ma tu veux rapper en espagnol? Por favore. ¿Qué pasa? Aquí estoy, pues. Yo 1, 2, 4, ya es tiempo para el impacto. Soy primero cuando llego, ¿cómo no? Yo soy monstruo en el micrófono, pues. Si tú quieres una batalla, yo te mato, te gano, pues calla. Ahora es hora, ¿qué hora? Para escuchar, para cambiar el mundo musical y luchar. Ganar, matar aún más. Y todavía yo no voy a todo gas, toma. Et oui, c'est mon oui, il veut cartonner. Tu veux que je leur passe le micro pour qu'ils puissent s'exprimer. Tu veux rapper mon ami Sco, tu veux le faire. Pourquoi pas, on m'a poussé sur scène. Mais je me demande moi car j'ai la haine. Je le dis comme ça sur le funky beat. Comme pousse, moi j'ai le beat et je le donne comme ça. Sur la rythmique, accroche-toi, oui. On est tous hystériques comme ça. Écoute un peu mon refrain, il est là. Accroche-toi s'il te plaît. Yo, hey. Oui, je m'en vais sans aucune rage, à vous aimer pour toute la vie. Même qui sort tout elle décrit, rappelant à tous que je suis cool. Vous savez que la pérenne, que jamais ça ne saigne. Et qu'à tout son enseigne, que celle qui est mienne et la tienne. Peace. Est-ce que t'as un petit souvenir de cette soirée-là? Pas du tout. Pas du tout, c'est vrai. Moi, quand j'ai revu ces vidéos, je me rappelais plus qu'on avait fait, tu sais, comme quoi on avait fait pas des petites scènes comme ça. Oui. Et c'est vrai que c'était assez court. Elle m'était sortie de la tête. Parce que je te dis, nous on rappait comme on respire, tu sais, c'était assez. Bien sûr. On rappait facilement. Hein. Moi j'étais avec des potes en soirée, je rappelle tout le temps presque. C'est assez naturel pour nous. On se prenait pas la tête. Donc, dès qu'on nous montait sur scène, on y allait, voilà, cool, voilà. L'ambiance était cool. Mais ce passage. Allez voir en tout cas, voilà, le passage. Il y a les danseurs de Lionel D et tout, il y a Dynasty, voilà, c'est bonne ambiance. C'était sympa. Et du coup, on va parler de ce que tu as fait il y a quelques années. Du coup, alors tu me disais, il me semble que tu as fait un retour
entre guillemets dans le rap, donc dans les années 2000, c'est ça? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Années 2000, non. En fait, moi, j'ai fin 90, j'arrête vraiment, voilà, hip-hop, machin. Et je crois en 99, je retourne dans une soirée hip-hop et là, je me prends une grosse claque déjà. Les mecs, niveau DJ, il est monté d'un cran. Et là, parce que dans les soirées funk, c'était pas que hip-hop, c'était un mélange de tout. Donc, vraiment les lieux hip-hop, ou voir comment ça se passe, en 99, je me prends une grosse claque au niveau technique. Les mecs, ils ont une technicité DJing de ouf, en danse, en tout. Après, rap aussi, mais j'ai manqué. J'ai raté. Il y a un truc j'ai raté, quoi. Toi, oui, c'est une évolution. J'ai pas fait l'évolution. C'est comme la danse, c'est comme plein de choses. Donc après années 2000, moi, je bosse, quoi. Toi, D'accord. Pas trop de rap, ça revient un petit peu en 2007 avec MySpace et les réseaux sociaux. Oui, bah oui, MySpace c'était le truc. Et là, truc, les gens ils postent, Iron qui poste des trucs, entre musiciens on s'envoie des trucs. Moi je poste des petits trucs en rap, quoi, que j'écris, je poste déjà. D'accord. Donc ça revient un petit peu comme ça. Il y a un mec qui me contacte, un américain, Cypher, pour un interview. D'accord. Qui voulait contacter les premiers rappeurs français. Donc je sais que je fais un interview. J'ai jamais vu cette interview, mais voilà, un américain qui m'a interviewé. Ok. Donc un petit peu comme ça, je reviens un petit peu. Après, dans la vie, il y a des brèches qui se font et t'es toujours un peu appelé par la musique. C'est ça. Donc un petit peu là, vers 2007-2000 jusqu'en 2009, il y a eu des possibilités. Ok. Des petites ouvertures, mais sans plus. Voilà, j'ai des morceaux, mais je diffuse pas vraiment. Il n'y a pas de production encore. Et 2011, là je fais une production en 2011 parce que je traîne avec le mouvement des indignés en 2011, tu vois. D'accord, oui, tu m'avais parlé de ça, donc c'est en rapport avec l'Espagne, c'est ça? Le mouvement d'Espagne, les printemps arabes, c'est en rapport à tout ça. Tu m'avais parlé de ça, tout à fait. Il y a des marches qui viennent d'Espagne, qui vont jusqu'à Bruxelles pour aller au Parlement. D'accord. Et je participe à ces organisations, ce mouvement-là, bien sûr. Qui est très démocratique, t'as beaucoup d'assemblées en pleine rue. Moi, je sens qu'il y a un truc il se passe un truc, quoi. Et je vois, il se passe un truc. Et donc, je suis ce mouvement et j'accueille des marcheurs, deux Allemands, ils viennent chez moi. Ok. Un peu des mecs style troubadour. Hein. Un mec qui a un jongleur et t'as un guitariste. Ok, d'accord. Et ils sont chez moi pendant, je sais pas. Tu fais le gîte un petit peu, quoi. Ouais, j'accueille des gens qui font les marches, toi, parce que moi, je vais après à Bruxelles, toi. Je suis le mouvement, quoi. D'accord. Et c'était des mecs qui venaient à pied, quoi, en vélo ou comme ils veulent, en train. Donc, on fait la marche. Donc les Espagnols sont arrivés à Paris, bon moi j'avais... Et eux à la maison, ils ont... j'avais un petit ordi, un petit PC de merde là. Ok. Et les mecs, ils ont sorti des morceaux, j'avais un micro, et les mecs des génies, ils ont quoi. fait un truc... ils ont fait plein de morceaux, j'ai plein de morceaux. Ah d'accord, ok. Et des morceaux, mais c'est pas hip-hop, c'est... Il y a un morceau un peu reggae, un peu avec... où t'as un son d'une platine, et on enregistre des trucs là-bas, chez moi, avec un moyen du bord, mais... Mortel. Les mecs qui programment, les mecs sont super forts, toi. Ok, ça tue. Sur un petit ordi comme ça, ils m'ont mis un logiciel, le son, quand je réécoute, le son, il est... Et c'est quelque chose qui est sorti, ça, ou... Je l'ai mis sur un SoundCloud. D'accord. J'ai deux SoundCloud. Un avec MC Chou, c'est collé, et un c'est séparé, MC Chou. D'accord, on mettra comme ça vous pourrez aller voir. C'est pas hip-hop, ça parle un peu... Il y a un petit morceau, je rappe, et après j'ai... Il y a des gens qui écoutent de tout, qui nous suivent, donc... Et je rencontre un gars qui s'appelle Mathias, que je salue, Mathias Coplebo, qui a enregistré un album suite au mouvement des indignés, et il m'avait dit de faire un rap sur justement le mouvement des indignés et sur une instru que je lui avais filée de ces Allemands-là, de Franck. Okay. Et donc cette instru, oui, je l'ai sorti, c'est en 2001, ce rap, il est sorti. Ça s'appelle La Voix démocratique. Après, c'est la troisième voix, il y a deux noms. D'accord. La troisième voix s'appelle. Et ça parle un peu du mouvement, et c'est une instru un peu reggae comme ça. Mais c'est pas vraiment hip-hop. Hein. Bon, il m'a dit, il est bien le morceau, mais il m'a dit c'est dommage, c'est pas du rap. Pourtant, c'était du rap. Bon, mais écoute, voilà, tu sais, il y en a qui connaissent. J'écris, c'est un texte que j'écris, je le rappe et mais c'est une période où je m'entraîne pas vraiment au rap. Donc le rap, il est pas, c'est pas un truc bien appuyé, machin. C'est juste un enregistrement pour marquer, voilà, qu'à ce moment-là, voilà, il s'est passé ça. Mais c'est important. Et puis voilà, et puis surtout. Il y a une histoire derrière ces morceaux. Derrière chaque morceau, il y a toujours une histoire. Donc cette histoire, elle est intéressante de voir comment ça s'est mis en place. Cette rencontre avec des Allemands, des mecs. Voilà, c'est des rencontres.
des Non, rencontres mais c'est intéressantes. clair. C'est clair, c'est marquant. Et puis surtout, ça te permet aussi peut-être, comme tu le disais, c'est des fenêtres qui te remettent à la musique en fait. Ouais, à chaque t'as fois. des brèches qui s'ouvrent et quand tu rentres dans la vie, tu rentres dans la musique et la musique c'est la vie et tout ça, c'est un tout, toi. Donc ça permet voilà des ouvertures, des possibilités. D'accord. Et puis voilà, mais après, je sais pas, pendant une dizaine d'années, non, je bosse. Ouais, non, mais y a pas de souci. Et comment je reviens dans le rap là. Voilà, en tout cas, j'ai noté des morceaux, mais vas-y, je t'en prie, hein, à ta façon, y a pas de. Ouais, mais il y a des morceaux précis. Après, ça se remet en place un peu, comment par où passer. Je t'en prie. C'est toujours voilà, des ouvertures, d'autres possibilités. Et à un moment, moi, en 2012, je rentre dans une école de méditation et je pratique la méditation. D'accord. Donc je suis à fond dedans parce que j'ai des problèmes de séparation de ex, tout ça, compliqué. Et dans donc ma ça tête, te permet de te poser. ça me permet d'être clair, de pas rentrer dans des guerres comme ça. Et la méditation m'a beaucoup aidé là-dessus. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que c'est un truc un peu ésotérique, un truc bizarre, mais c'est un truc vraiment, c'est pas. C'est remettre les pieds sur terre, se poser. Et on va dire la méditation, c'est la base de tout. C'est comme c'est la base des arts martiaux. Prendre ça comme un repos, voilà, exactement. C'est la base des arts martiaux, de la philosophie, des arts, de tout. Donc pour moi, voilà, c'est une école là, qui m'a ouvert. Parce qu'il y a beaucoup de clichés autour de tout ça, donc je préfère le dire comme ça. Donc moi, ça m'a ouvert à ça. J'ai fait des séminaires, il y a eu des avant et des après. Moi, ça m'a changé, transformé ma vie, si tu veux, à partir de. Ça a apporté quelque chose vraiment. Ça m'a apporté, ça m'a aidé dans ma vie. Et à partir de là, si tu veux. Alors, comment je me suis mis dans le rap, c'est marrant parce que j'étais dans un cursus d'instructeur de méditation dans l'école. Ok. C'est pour devenir instructeur de méditation. Bien sûr. Et après, j'avais des ateliers à Bagneux, parce que là, j'habite à Bagneux. Oui. Et je donnais des ateliers de méditation. J'étais pas dans Alors, il y a des trucs de hip-hop à Bagneux, il y a plein de trucs. Et moi, je faisais des ateliers de méditation. D'accord, donc tu vois, ça te permettait de... Okay. Et en fait, j'écrivais, vu que je passais le cursus d'instructeur, j'avais un mémoire à écrire, donc j'avais un mémoire sur la méditation. Yes. Et à ce moment-là, il y a Iron qui balance sur SoundCloud et du rap, parce qu'Iron, il lâche pas le morceau. Hein. Lui, il a pas lâché depuis le début, quoi. Allez voir, il y a des trucs... son niveau, il est bien monté, hein, quand même. Son morceau Gogo, là, j'ai bien kiffé. C'est justement son morceau Gogo, je crois que c'est celui-là. Et franchement, j'ai adoré. Et quand je l'écoute, je dis, et j'écris mon truc, là, et là, je bascule, je dis, ah ouais, mais là, je vais écrire ce que je dis, le même thème de la méditation, mais en rap. Je dis, et je me mets à écrire un rap sur la méditation. Ok. Rap, tac. Et je l'enregistre, mais ça, c'était en 2015, toi. Je l'enregistre et je le mets sur SoundCloud. Ouais, pour moi, c'est un peu une armoire numérique. Je le mets son. Après, même si la qualité, je l'ai fait chez moi, j'avais réécouté. C'était saturé au niveau du son. Le sample, j'avais pris un sample, j'ai mis en boucle. Je n'ai pas pris la tête. Et on va dire 5-6 ans après, j'ai ressorti ce morceau via la connexion avec la rime métisse. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la rime métisse, qui c'est qu'il y a dedans, voilà, comment tu les as connus, je t'en prie. Donc, la rime métisse, c'est Architechnique et King Sirocco. D'accord, ok. Et c'est Iron qui les a rencontrés, qui a rencontré King Sirocco, qui cherchait lui-même à nous rencontrer en tant qu'ancien rappeur. D'accord. Et donc il connaissait ce que vous faisiez. Il nous connaissait, oui, par les cassettes et par les Radio Nova et les passages de l'époque. Et donc voilà, il était vraiment super intéressé pour nous rencontrer. Donc il a rencontré une première fois Iron. D'accord. Et il a parlé d'un projet où il y avait un freestyle sur la face B du morceau qu'ils ont fait avec Jimmy J qui s'appelle Jusqu'au bout. D'accord, ok. Ce morceau est trouvable sur YouTube. Alors, ce morceau est trouvable. Ils ont fait un EP, il est sur un EP, je crois. Ok. Si je dis pas de bêtises, ou un maxi. N'hésitez pas à aller fouiner. Voilà. Et l'idée, c'était faire une cassette avec ce morceau en première face. Et en fait, c'était l'EP, parce qu'il n'y a pas que ce morceau, il y avait d'autres morceaux. D'accord. Et en face B, c'était un freestyle chez Archie avec d'autres rappeurs, dont La Plèbe, dont d'autres rappeurs qui sont en fait les complices de la rime métisse. Ok. Il faut savoir que la rime métisse, ils ont un concept un peu particulier, c'est qu'ils font du rap positif. C'est-à-dire que, voilà, c'est délibéré, il n'y a pas de gros mots dans... Ouais, là, c'est un parti pris. Un parti pris. Okay. Et je trouve ça, je trouve intéressant le concept, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le rap, moi, j'écoutais pas trop, parce que ça me parlait pas trop, déjà au niveau du texte.
C'est très, voilà, très. Ah oui, bah ça c'est va vulgaire, loin quoi. aujourd'hui. C'est sûr que... C'est m'as-tu vu, c'est vulgaire, il y a des mecs qui se prennent pour des gangsters, toi, c'est pas positif. Voilà, on va En dire. tout cas, c'est ce que beaucoup de médias mettent en avant. En tout cas, Et c'est ce que beaucoup de médias, malheureusement, c'est mettent en surtout ça, le avant problème, en délaissant l'idée originaire du hip-hop à l'ancienne, non, mais je comprends. tel qu'on passait en message. Donc, tu vois. Et j'ai retrouvé avec eux, en fait, un esprit qui m'a paru vraiment positif et intéressant. Ouais, bien sûr. Et j'ai assez vite adhéré parce que déjà, le jour du freestyle, j'ai été super bien reçu. D'accord. Donc il y avait, c'était comme là, une table avec 4 micros ouverts, et des MC qui rappaient. Et je me suis dit, ah ouais, bah il y a encore des mecs à Non, mais c'est esprit bien. à l'ancienne. C'est Donc vrai ça, que... Puis c'est vrai que c'est une question qui revient souvent sur le tapis, ça, dans le hip-hop. C'est vrai que... Ouais, y a ça. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours eu un certain rap hardcore. Hein. Voilà, ça n'a pas toujours été... D'ailleurs, même la base du rap, en vérité, c'était pas tellement politique ou militant. Hein. C'était de l'ego trip. Mais c'est vrai que... voilà, il y a beaucoup de dérives aujourd'hui. Effectivement, comme tu le dis, il y a beaucoup de gens qui se la jouent très gangster. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de débat aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça fait du bien aussi d'avoir ce genre de... Comme on se disait l'autre fois, voilà, c'est important. Et ces tu t'es textes, retrouvé, ouais. quoi. Et je me suis retrouvé dans leurs textes et en fait dans ma façon d'écrire. Par rapport voilà, à la méditation, où, voilà, Oui. c'est un peu plus posé, plus... J'imagine. Plus, on va dire, ça pousse au niveau de la réflexion, de la philosophie. Donc, moi, je trouve que c'est plus intéressant d'aller là-dedans. En tout cas, pour moi, à ce moment. Bien sûr. Là, dans l'étape où je suis. Okay. Et donc, ça matchait un peu dans leur état d'esprit. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et ce qui est drôle, j'étais venu avec mon fils qui rappe. D'accord. Qui rappe aussi. Il fait plutôt de la trappe ou des trucs de jeunes, là. Ok. Mais, voilà. Non, mais c'est fort. Il aime bien côté gangster, mais il a vu en moi des anciens rapper comment ça se passe. De toute façon, il faut de tout. Hein, il faut de tout. Voilà, et j'ai trouvé ça vraiment. J'ai trouvé que cet après-midi était vraiment très intéressante. Même si moi, au niveau du freestyle, bon, voilà, j'ai pas trop aimé ce que j'ai fait, mais parce que voilà, j'ai pas d'entraînement non plus. Non, mais après. Et après, c'est à la cool. C'est à la cool, mais en même temps, ça m'a permis vraiment de remettre les pieds dans ce qu'on appelle le hip-hop. D'accord. Avec des DMC, avec une façon de rapper, une organisation, parce qu'ils sont organisés, ils font des freestyles, des clips, des vinyles, ils sortent eux-mêmes, ils sont en autoproduction. Après, j'avais été, suite à ce passage, j'avais été chez Kinsey Rocco pour enregistrer un autre projet. Donc on avait qui s'appelle Notre Art. Voilà. Disponible sur YouTube aussi. Ouais. Notre Art. Donc c'est Mike Rocking Kids, Iron et moi. Voilà, parce que je crois qu'on l'avait pas dit en plus dans l'émission encore, mais Iron 2 et Shoes, c'était les Mike Rocking Kids. Avec Clyde. Effectivement. Avec Clyde, voilà, c'était les Mike Rocking Kids, le nom qu'on avait. Et donc voilà, donc tu l'as dit, il y a Iron et toi, il y a Kinsey Rocco. Architechnique. Et voilà, et il y y a d'autres. Et il y a DJ Scrozzi, voilà. on va pas oublier, un super DJ, super scratcher, un ambianceur de ouf, que je salue, Scrozzi, qui a bossé avec la Scred, mais bon, il a un parcours aussi différent, mais il était inclus dans le hip-hop à l'époque. D'accord. Il a bossé avec des gars de DJ Scrozzi. Avec qui Des gars de Sarcelles, alors je connais les éléments, je crois, si je me trompe pas. D'accord, et bah allez, ouais, ok, allez vous renseigner. Ok, d'accord. Et le beatmaker, c'était The Deeper. Oui, très lourd. Très très lourd, The Deeper. Et The Deeper, vraiment. En fait, moi j'aime bien ce qu'il fait, ses instrus. Et pareil, ça a matché avec son style, sa façon, mes textes et tout. Et donc on a vite... je lui envoyais des acapellas, il me renvoyait des morceaux, quoi. D'accord. Ah oui, c'est comme ça que c'est un mode de fonctionnement, c'est vrai. Ce mode de fonctionnement, ça a créé mon premier clip que j'ai balancé là en décembre 2021, quoi. D'accord, donc alors, parce qu'il y a le clip de méditation rapologique. C'est celui-là. Et c'est The Deeper qui a... C'est The Deeper qui m'a fait des versions. Voilà, parce que moi je l'avais enregistré sur oui, comme tu disais tout à l'heure, un peu à l'arrache, tout comme ça. Comme chez moi, et comme au niveau beatmaking, je suis moins dedans et ça prend beaucoup de temps, il faut du matériel, c'est ce que j'ai pas. Bon, j'ai simplement des platines, un Cubase. Je comprends. Et moi, quand j'enregistre un rap, je me prends une instru ou je me fabrique vite fait une instru. Ok. Là, pour le coup, je crois que j'avais mis des Meters, une batterie de The Meters en boucle. Oui. Une guitare, voilà, moi ça me suffisait, je peux rapper dessus. Sauf qu'après, voilà, pour que ça soit écoutable, après il faut travailler le beatmaking. Et vu que The Deeper a un bon travail là-dessus de beatmaking,
Je lui ai demandé s'il voulait que je lui envoie des... Justement, par rapport à ce morceau, méditation apologique, parce que ce son, moi j'attendais, parce que par rapport à la méditation, voilà, c'est paradoxal. On croit que la méditation, c'est assez plat, assez zen, assez calme, ça bouge pas, et au contraire, c'est très vivant. Parce que la méditation, ça te met dans la vie, dans le mouvement de vie comme ça, cyclique, circulaire. Et dans la musique que j'ai retrouvée dans The Deeper, je trouvais cet élément en même temps chill et rythmique et vraiment en tout cas, allez écouter. Quelque chose que je recherchais, que j'arrivais pas à faire moi-même. C'était très réussi en tout cas, parce que vraiment, moi j'adore ce morceau, hein, voilà, je te dis pas ça parce que t'es là, hein, mais vraiment moi c'est des morceaux que voilà. Ça et un bol d'air dont on va parler juste après. Ça fait plaisir. Voilà, vraiment. Et puis voilà, gros big up à The Deeper parce qu'effectivement, c'est des très bonnes prods. Et du coup, on va parler de Un bol d'air. Du coup, comment t'es venu ce morceau-là? Je sais que c'est The Deeper, toujours qui fait l'instru. Pareil, j'avais fait un autre morceau une instru qui s'appelait Bol d'air. Il y avait un texte qui était prévu dessus. J'avais mon premier couplet, donc j'ai fait un deuxième couplet pour que ça soit un morceau complet. Et je l'ai envoyé à The Deeper. Et le soir même, il m'a renvoyé 2 versions. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il m'envoie toujours 2 versions. T'as le choix, en fait. J'ai le choix. Ok. Pour méditation apologique, il y en avait carrément 4. On les a déposées, on les a sur Bandcamp, elles y sont. Il y a 4 mix. Et dans The Bol d'air, il m'a envoyé une qui était pas mal, mais la deuxième, j'ai trouvé c'était mortel. Et c'est celle qui est sur le clip. Franchement magnifique aussi. Allez écoutez, on vous met le carré toujours. Vous avez fait un clip du coup. Et j'ai fait un clip, j'avais donc l'idée en clip, Bol d'air. Moi je vais souvent à Fontainebleau. J'allais souvent à Fontainebleau parce que je grimpais à l'époque et après j'allais toujours prendre un bol d'air et si je veux faire de la randonnée, je vais là-bas. C'est très dépaysant, c'est un endroit vraiment magique et particulier. Quand je vais là-bas, je suis l'impression que je suis loin de Paris. Le sud de la France, c'est vraiment dépaysé. Et j'adore ce lieu depuis tout le temps. Même plus jeune, j'allais dormir là-bas, quoi. Pour sortir du béton de la cité. D'accord. En été, j'allais dormir entre des rochers avec des sangliers. Ok. En tout cas, là, non, mais j'ai fait des expériences parce que j'avais besoin de sortir du béton. Voilà, je faisais mes expériences. Et j'ai grimpé pas mal, bon bref. Et, donc l'idée m'est venue naturellement de clipper. Je vais faire un big up à Yannick qui a clippé, qui est celui qui a filmé le plan drone dans Jusqu'au bout de la rue Métis. D'accord, oui, tu m'en parlais. Jusqu'au bout. Effectivement. Ça commence avec un plan drone, ça finit avec un plan drone et un pur plan mortel. D'accord. Et je dis donc j'ai appelé Archie, je lui ai dit c'est qui le gars qui fait le drone, et il m'a présenté Yannick. Et pareil, on s'est filé rendez-vous à Fontainebleau, on a clippé. Ok, non, mais c'est super. En tout cas, vraiment, allez l'écouter. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Et franchement, moi, je remercie la Rime Métis, Yannick, The Deeper, parce que moi, sans ces gens-là, je peux. Tout seul, on fait rien, quoi, toi. Vous faites une bonne équipe, voilà. Et puis avec Iron aussi, tous ensemble. Là, Beatmaker, c'est trop. J'ai un style différent, je peux pas faire. Non, mais rap, machin, ok. Chaque chose à sa place. Exactement, voilà, mais il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, j'ai une question qui me vient en tête. Est-ce qu'avec Iron, vous avez un projet, je sais pas forcément de faire un album, hein, bien évidemment, mais de faire un petit son, 2 petits sons ensemble, des choses qui se construisent, voilà. Par curiosité. On a des morceaux entamés, mais voilà, on va dire que faut se synchroniser. Bien sûr. Moi, je suis sur des trucs, Iron est sur d'autres choses. Après, il y a la distance. C'est de l'organisation, c'est sûr. Il y a une synchro qui doit être faite, mais à un moment ça va se faire. Ouais, on a des morceaux en cours. Pour tout dire, Bol d'air, à la base, Bol d'air, mon premier couplet de Bol d'air, c'était le deuxième couplet d'un morceau qu'on avait en cours et qu'il avait commencé. Moi, j'avais continué. D'accord. Mais je l'avais pas envoyé et c'était un texte, c'était en cours. Par rapport au thème, ça a failli se faire, quoi. Okay. Ça parlait d'ouvrir la fenêtre, prendre un bol d'air par rapport au rap qu'on entend actuellement, où c'était très basé aussi par les NTM. Bref, je vais pas rentrer dans le sujet, mais écoute, c'était l'idée un peu, c'était là, prendre un bol d'air, et après voilà, je l'ai fait de mon côté ce morceau, parce que lui de son côté, il a sorti un EP, que je trouve 2 EP même, Marginalia 1 et 2, que je recommande. Ils sont surtout là deux, tout à fait. Oui, allez voir. Hein. Je mets le Instagram d'Iron aussi, comme ça vous pourrez. Super qualité top. Et après, bon voilà, c'est vrai qu'il a fait ses morceaux. Voilà, on a avancé. Après, chacun avance à. En tout cas, moi, je suis très content de voir que vous soyez encore là, même si c'est pas forcément tout le temps à 2 sur le même morceau, mais que vous soyez encore là, c'est très fort, quoi. Parce que comme je le disais tout à l'heure, voilà, vous faites partie des gens
alors, encore une fois, je n'étais pas là, voilà, je n'étais pas né, mais en tout cas, je vois avec les témoignages, tu sais, je rencontre beaucoup de gens à force, tu sais, de fil en aiguille, et tout le monde me dit que vous étiez super fort, quoi, que vous étiez très très chaud. Donc voilà, je suis très content de voir que vous êtes encore là aujourd'hui à pratiquer. Franchement, c'est un plaisir. ça fait tellement plaisir, c'est tellement agréable d'entendre ça parce que longtemps on a été oublié. Mais c'est vrai que quand je ressors un peu. Je ressors dans les soirées. Les 50 ans du hip-hop, j'ai trouvé vraiment cette soirée formidable. J'ai rencontré des anciens. Et il y a des gens qui te reconnaissent, qui t'appellent. Ah, tiens, Shoes, machin. Et là, ça fait des connexions de dingue, quoi. Bah, mais il y a 30 ans après, tu sais, t'as une passion qui est là. Et je me dis, le hip-hop, c'est parfait pour ça, parce que c'est un art complet. Parce que c'est pas qu'un art, c'est 5 disciplines. Ah oui, t'as du dessin, de la danse, c'est vraiment ouvert artistiquement. Et je trouve que le hip-hop, c'est génial, quoi, pour s'exprimer. Tu peux le faire par la danse, par le dessin, par l'écriture, la poésie, le slam, c'est complet. Bien sûr, bien sûr. C'est un art moderne complet que tu retrouves chez les anciens. Les anciens, la philosophie, il y avait la musique, de l'art, le théâtre. Et on retrouve toutes ces disciplines aujourd'hui dans le hip-hop. D'une façon très urbaine, très, très actuelle. Mais c'est. Ah non, mais c'est. T'as des vrais artistes dedans. Ah bah c'est clair, hein, de toute façon. T'as des vrais artistes. On l'a vu depuis longtemps. Des gars, là j'écoute des jeunes, des trucs, des. Alors moi j'écoute pas trop de rap français, mais en rap espagnol, je suis tombé sur le cul sur des jeunes là qui font des trucs. Moi j'adore le rap espagnol. D'accord, ah bah oui, il y a des pépites. Hein, et il y a des gars, c'est des artistes complets, quoi. Ouais, bah même Richie nous a écouté, on a mis dans l'émission de Richie l'interview, à la fin on a mis des petits des extraits de rap en espagnol, franchement ouais, j'étais... parce que moi je connais pas trop, tu vois, le rap espagnol, donc c'est vrai que... Le rap espagnol ça sonne bien, c'est au niveau de la langue latine, ça sonne très bien pour le rap, c'est parfait, moi j'adore, c'est pour ça que j'aimais bien rapper en espagnol. Bah, c'est vrai. Là moins, parce que je pense que c'est la... voilà, je m'adresse à un public français, donc... oui, peut-être en Espagne. Je comprends tout à fait. Et après, l'écriture, faut vraiment rentrer dans la langue. C'est un parler quotidien, donc après, il y a un travail d'écriture. Tout à fait. Et le rap espagnol, oui, moi j'adore ça, franchement. Et bah écoute. J'adore ça, j'adore leur mentalité. Ok. Parce que les Espagnols, ils sont très, très ouverts et dans le hip-hop, ils partagent beaucoup. C'est moins individualiste. Ouais. Franchement, que c'est un peu individualiste, un peu fermé, moi je trouve. Hein. Ah ouais, bah, je suis assez d'accord. Alors il y a des choses positives, il y a des gens. En général, pas que dans le hip-hop. Oui, ah bah c'est ça. En général, l'état d'esprit français-espagnol, c'est pas pareil. En Espagne, c'est toujours le partage. En France, ça se tire beaucoup dans les pattes, malheureusement. Exactement. C'est vrai. En Espagne, t'as beaucoup de cyphers, t'as beaucoup de vidéos, t'as des artistes, ils vont faire beaucoup de cyphers, ils invitent des rappeurs, t'as des featuring à droite à gauche, les mecs ils sont. T'as des anciens comme nous, comme le Violadores del Verso. T'as Kezeo. Ok. Il continue à rapper, c'est un tueur le mec. D'accord. Il a mon âge, peut-être un peu plus jeune, mais bon, le mec c'est un tueur. Parce qu'il n'a pas lâché des années 90 à aujourd'hui. Bon voilà, il en a fait son métier de rappeur et on voit le travail qui est fait au fil du temps. Non mais c'est important. Et il y en a, ils sont au top, et c'est mortel. Moi j'adore. Après, il y a un état d'esprit qui va avec, que j'aime aussi, cet état de partage, de pas prise de tête. Et on fait des trucs et... il n'y a pas de calcul. Là, je tombais sur un beatmaker sur YouTube qui balançait ses beats, ses free beats en libre téléchargement. Toi, en web, t'as été téléchargement. Et il te dit, bon, ok, prenez mes beats, mais bon, mettez au moins mon nom. Donc moi, j'ai rencontré un beatmaker qui s'appelle Mago Blanco, qui est argentin, en fait. Et j'ai kiffé sur ses instrus, et c'est comme ça, j'ai récupéré une instru, je lui ai dit, est-ce que je peux l'utiliser? Il me dit, ouais, machin. Ok, ah ouais, c'est cool. Il m'a dit, okay. Vas-y, open bar, quoi. Et voilà, j'ai écrit parce que j'avais un pur beat et j'ai écrit un morceau qui s'appelle Ceinture d'Orion. Oui, bah qui est que sorti, j'ai mis sur SoundCloud. Voilà, tout à fait. Voilà. Et qui est disponible sur YouTube aussi. Voilà, allez fouiner. Et après, j'ai refait une version que j'ai mise sur YouTube, là, il y a 2-3 jours. Composé par The Deeper qui m'a fait une instru. Voilà, toujours. Pour avoir notre morceau à nous. Parce que Mago Blanco, très sympa, je le connais pas. On a discuté, le mec il est en Argentine, très, très ouvert, mais au moins on a une instru locale. Ouais, mais c'est bien. Morceau, et voilà, ça fait comme à l'ancienne, les remixes, tu sais. Je trouve que ce côté des beatmakers qui partagent leurs beats sur Internet et tu peux les télécharger, tu peux t'entraîner. Moi, je trouve ça génial, quoi. Ah bah c'est sûr. Garder tout pour soi et trop derrière le côté mercantile aussi qui intervient souvent. Non, parce que pareil, ils vendent leur beat, ok, c'est bien, mais
Après, il y en a, ils le méritent, hein. Ils vendent des beats, je sais pas. Oui, il faut pas non plus $100, trop mais, donner, mais voilà. Bon, c'est sûr que c'est quand même bien. Nous, on qu'il y ait gagne pas ce d'argent truc, sur les morceaux, on gagne pas d'argent, donc on fait ça, voilà, on fait ça. Voilà, non mais ça a voilà, l'air cool. c'est une histoire de, Ok. voilà, ça reste à la cool. Mais en même temps, on rentre dans quelque chose un peu plus profond, on rentre dans l'art, on rentre dans un mode de vie assez habité, on va dire. Ok. Très ancré et habité. Moi, je pense là quand vraiment on est dedans. Et moi aujourd'hui, voilà, je remercie un peu même l'univers de pouvoir me mettre dans cette démarche parce que voilà, voilà. à un moment j'avais un patron où je bossais, j'avais même plusieurs patrons où j'ai travaillé et j'avais pas le temps pour le rap quoi. Non, Pas le mais temps je pour comprends. Bah le oui, hip-hop, de t'as toute pas le temps façon, de faire du hip-hop parce que le hip-hop ça prend du temps. C'est un mode C'est de la vie vie, complet, presque. Et quand tu bosses pour une boîte, tu fais plus de 39 heures et ça peut finir en burn-out. Oui, ah bah c'est pas évident. Il y en a hein, que c'est pas c'est évident. clair. Et aujourd'hui, on est très là-dedans, hein, dans faut cette s'accrocher. problématique du travail. Donc moi, j'ai eu la chance par le cours de la vie et par la Oui, de fatalité des pouvoir choses, de pouvoir retrouver ça. me mettre aujourd'hui à mon compte. Non, mais ça c'est Et très là, fort. ça vaut tout l'or du monde Ah d'être bah à oui. son compte et Ah d'avoir non, le mais temps, quoi. c'est clair. Non, c'est un. Donc c'est pour ça que je peux me permettre aujourd'hui de C'est faire très important. écrire des morceaux, prendre du temps, faire un clip si Et bah, en je tout le cas, sens. Et puis nous, voilà. ça nous fait plaisir en tout cas que tu sois là à faire des morceaux et à faire des clips. En tout cas, donc Bah, c'est continue partagé. comme ça, voilà. Bah, franchement, c'est nickel. partagé. Et bah, écoute, Chouz, on arrive presque à la fin de l'émission. Donc, tu sais, j'ai une petite question traditionnelle à la fin. S'il y avait 3-4 albums, voilà, toute musique confondue, alors que ce soit des albums ou juste des artistes, hein, comme tu veux. Je sais que les gens aiment bien répondre différemment, tu réponds à ta sauce, il n'y a pas de problème. Mais voilà, si on devait résumer Chouz en 3-4 albums ou voilà, ou des morceaux qui t'ont marqué, vas-y, je t'en prie, toute musique confondue, prends ton temps, Moi, je mettrais ce qui déjà te vient en tête. d'entrée de jeu un Sly Stone, Ok, l'album de Sly Stone, l'album, le double album, je sais plus comment ça s'appelle, Riot. ok. Mais on refouinera, on vous mettra la Le pochette. drapeau américain, je sais pas quoi, The Riot. On ira fouiner, il n'y a Voilà, pas de souci. celui-là. Je mettrais allez, un Bootsy Collins. Ok. Pareil, c'est celui où il y a les lunettes. T'avais l'album, t'avais les lunettes de Bootsy dépliables, tu pouvais y mettre dans le. C'est vrai. Et t'as un point Ok, d'interrogation, bah, c'est un tiens. Bootsy, il n'y a pas de titre, il n'y a rien. D'accord. Celui-là, Ok. pour rester dans le P-Funk, dans le funk, je mettrais. J'avais réfléchi à ta question, mais j'ai pensé. Je t'en vais prie. mettre Funkadelic, One Nation Under a Groove. Ouais, bah de toute façon. Parce que cet album, il est incroyable. Moi, je le réécoute en boucle. Il est tellement complet musicalement. C'est pas que du funk, c'est du rock, c'est du. Et c'est là où il dit. Qui a dit qu'un groupe black c'est pas fait du rock et qui dit qu'un groupe blanc c'est pas faire du funk. Tout à fait. Oui, Donc bah c'est ça, de toute vraiment façon, c'est- Clinton, il a ouvert quoi. Il a ouvert. J'adore, c'est le concept, le message, les afronautes là qui arrivent. non, mais- D'une Ah autre oui, bah, galaxie le pour gars ramener il était le loin. funk sur Terre parce que la planète Terre n'est pas assez funky. Rien que ça, c'est incroyable quoi. Donc Clinton, voilà, Bootsy, Sly Stone, je Ok. peux mettre Eh bah franchement. Black César de James Brown, pour rester dans le funk, D'accord. Ok. que j'ai beaucoup écouté cet album là. Je l'avais en cassette, j'ai en vinyle. Ouais, bah, c'est mortel. JB, je mettrais Monorail. Il y a pas de. Ah ouais, souci. mais là c'est. On va déborder, on va déborder. Non, Non, c'est mais bon. c'est pas grave. Un Cool on the Gang, voilà, 70. Ouais, t'es Et, très soul funk hein, quand même. ouais. hein. Ouais, on sent que c'est quelque chose. Après, en jazz rock, je mettrais Herbie Hancock, on peut pas l'oublier. Ah bah oui, bah de toute Et je façon. mettrais l'album Manchild, Herbie Hancock, qui a fait du jazz funk. Il a tout fait, du enfin funk. tout, quasiment tout. Il a fait du funk années 80, il y a les morceaux, t'écoutes, tu te dis, ah, c'est Herbie Ah oui, Hancock, non, il a fait c'est- du funk 80. Il Mec, a fait du Smurf, électro, rock it, il a fait de l'électro, il a fait tout. Il a fait même de la drum and bass dans les années 2000. Ouais, Donc, il a non, tout fait. mais les mecs comme ça, comme Miles Davis, un peu, Ouais. les gars qui touchaient à tout. Là, Herbie Hancock, ouais. gros big up, Headhunters. Ok. Et bah écoute. Et en rap, attends, je vais mettre quand même un album Bah de rap. oui, attends, quand même. Je mettrais Gangstar, Oui, ah bah, ça va plaire à Osmose. Ça, l'album Daily Operation. ok, Daily d'accord. Operation, je trouve un album de ouf, quoi. C'est Non, bah oui, bah, Voilà. forcément. Non, DJ mais c'est premier, incontournable, bien DJ sûr. premier Gangstar, voilà. Après, j'aime bien les trucs comme Tout à fait. Wu-Tang, Gisèle, j'aime bien. Ok. J'aime bien Bobby Digital. Voilà, tous les trucs un peu plus après les années 2000. Ok. Non, bah c'est fort. Non, mais il y Voilà. aurait plein de choses à dire. Il y a tellement.
Bah, je te remercie beaucoup, Chouz, en de tout rien. cas, pour tout ça. Bah, c'est moi, je Est-ce te que tu remercie. aurais un petit mot de la fin, quelque chose qu'on n'aurait pas dit peut-être, ou quelque chose que tu aurais à dire pour clôturer? Je t'en prie, à ta façon. Après, je dirais, oui, par rapport au rap et aux jeunes, de prendre ça au sérieux, vraiment travailler le truc. Un peu comme... moi, je fais un peu l'équivalent entre le judo et le rap. Hein. Moi, le judo, je suis arrivé à un niveau compétition, et si tu fais pas trois entraînements par semaine, Non, peux pas. mais c'est très... Et la rap, non, mais si tu fais pas c'est 3 vrai. entraînements par semaine, si tu veux vraiment percer, faire des trucs sérieux, voilà, c'est peut-être le conseil que je dirais, et que peut-être j'applique pas non plus, parce que je suis pas non plus un rappeur. Mais on n'est pas professionnel, parfait, hein, de toute façon. C'est voilà. un conseil que tu donnes. C'est un travail, D'être le travail, assidu, en tout cas. D'être voilà. assidu dans le travail, de quoi qu'on fasse, en fait, pas que dans les pop. Bien sûr, Si tout à pour fait. s'en sortir, c'est le boulot, quoi. Il n'y a pas à chier, c'est Non, mais c'est vrai. vraiment le c'est travail, quoi. Faut remonter les manches et s'y mettre. Et faire quelque chose qui nous plaît aussi. Exactement. Donc, voilà Et ce que d'ailleurs, je peux t'es dire. quelle ceinture en judo, du coup? C'est juste comme ça. Moi, je suis deuxième dan. Ah oui, d'accord, attention. Ok, d'accord, bah très chaud. Je suis ok. arrivé j'ai fait vice-champion de France au championnat de France, l'UNSS en 86, 88 là je crois. Ok. Et après le niveau, voilà, c'est là où je me dis le niveau, voilà, il faut arrêter de faire la fête, faut pas. faut y aller tranquille. Le niveau devient quand même assez D'accord. élevé quand Tu suis un petit peu en ce moment là, parce qu'il y a Clarisse et Teddy qui ont ouais, cartonné ouais, là. ouais, ils sont très forts. Ouais. Moi je suis comme je suis de loin, je suis. Non, mais mais c'est cool. Le peu que j'ai vu, ouais, c'est mortel. Ok, bon, Ils sont très très forts, et là on voit que ouais, les Français ils travaillent, quoi. Ah, je suis content que Teddy soit revenu là en mode. Enfin, gros big up à Clarisse, hein, bien évidemment, mais Teddy là il est revenu. Le judo dans la tête, le judo mental, moi c'est ça qu'il faut avoir. Ah non. Cet esprit-là, la voie de la souplesse, le judo, Et c'est la voie de la souplesse. C'est mortel. Et bah écoute, c'est nickel. Bah, je te remercie beaucoup, Chouz. Je remercie Bah, c'est Osmose hein, qui, voilà, toujours à la Technique. Osmose, merci. Voilà, il y a que ça de vrai. Merci à tous ceux qui nous suivent. Hein, voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines émissions. Et puis voilà, bah, je vous salue, je vous dis à très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Il est maintenant l'heure de quitter la maison. On se retrouve très bientôt pour une prochaine de The Dog House. Yeah!